Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie d'Alan Lévesque et Jean-Nicolas Boucher. Vous écoutez Les Injustes. Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, les Injustes. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, Salut. J'explique Moi, j'ai brièvement. pas compris le concept. Non, j'explique brièvement et rapidement pour les auditeurs. C'est qu'on profite de la COVID pour réorganiser nos affaires. Puis j'ai eu la bonne idée de transférer notre studio de pièces. La seule patente, puis je m'excuse pour ce soir parce que j'ai pas eu le temps de le régler, mais ce sera bientôt réglé. Il y a un peu d'écho dans la nouvelle pièce. En fait, en ce qui me concerne, parce que je suis le seul dans la nouvelle pièce, là. Les autres sont en Zoom. Mais ça achève d'ailleurs. Là. Ça, on va se réunir bien vite dans le même endroit. Mais c'est ça. Donc, c'est un peu écho. Le temps que je mette des pads, tout ça. Puis, tu sais, moi, ce qu'on dit ça, là, c'est en construction. A work in progress, exactement. Donc, c'est pour ça que ma voix est un petit peu plus écho ce soir. Donc, mes excuses d'avance pour les autres. Ben, vous avez le magnifique cellulaire à Jean-Nic. Sonne bien ton cellulaire, Jean-Nic. Ouais, mais si je comprends bien, c'est pas à soir qu'on annonce qu'on se lance dans la production musicale puis qu'on va recevoir des artistes à chaque épisode. Écoute, je te dirais que c'est pas un soir qu'on annonce qu'on a un studio broadcast. Ça, je peux déjà vous confirmer ça. Mais ça avance, tu sais. Je veux dire, on a un bon système, on a de bon équipement. C'est juste que ça manque un peu de padding dans la pièce que j'ai choisie. Mais ça va être réglé, inquiétez-vous pas, puis ça va sonner beaucoup mieux que ça. Ça manque surtout de plus de pandémie. Ben, et c'est ça, quand ça sera terminé et qu'on sera tous ensemble autour de la table, déjà là, ça va faire un peu plus occupé, puis déjà là, le son va être un peu meilleur. Mais regarde, l'important, c'est que, on peut jaser, et 2, on a quand même un bel épisode devant nous. Je regarde le choix de sujet qu'on vient de faire à l'instant, puis ça va être un bel épisode dans lequel on parlera entre autres de Dead Metal, qui était le gros event de DC. C'est maintenant terminé. On est en plein en Future State actuellement, qui semble être finalement un tampon pour corriger le congédiement de Dan Didio. Là. C'est ce que j'ai compris finalement. Ben, je sais pas si Future State devait finir comme ça, mais c'est comme le téléphone qui sonne à la maison. Hey, ça, c'est-tu le fun, ça? C'est chic en crise. Ah, mais c'est correct, on est en Zoom, là, tout est permis. Exactement. Un peu plus, vous connaissez le numéro de téléphone qu'il avait appelé. Mais non, c'est ça. C'est parce que Future State, la façon que je vois ça, c'est comme une autre tampon entre ce qui devait arriver après justement Dead Metal, puis ce devait être le semi-reboot avec qui mélangeait Silver Age et compagnie. Le projet Génération, là, c'était ça. Là. Le G5 là, qui était supposé arriver. Donc là, tout ce qu'on voit, c'est un glimpse sur le futur et même le présent, sur toutes les possibilités qui sont ouvertes dans l'univers d'ici. Donc, c'est un melting pot de tout ce qu'ils peuvent utiliser ou tout ce qu'ils vont jeter à poubelle. En fait, je sais pas si tu as eu cette impression-là, parce que moi, je les fais pas tous. Là. En passant, ça va coûter une beurrée si vous voulez tout faire ça. Là. Ça n'a aucun Christophe de bon sens. Là. À date, j'ai Wonder Woman de fait, puis l'impression que ça me donne, c'est vraiment qu'on a acheté du temps. Là. J'ai comme vraiment l'impression que Dead Metal finissait, puis qu'on avait scrappé ce qui s'en venait après, puis là, ça nous prenait 2 mois pour refaire. Je pas pensé de parler de leur saga de l'hiver que j'ai pas compris, là, qui devait suivre par après, là, le Endless Winter. Ouais, que j'ai vraiment pas catché. Tu sais, c'est que Endless Winter, j'ai l'impression que ça a comme été scrappé, puis c'est tombé sur un événement de 6 numéros mélangés sur 4 séries différentes, c'est n'importe quoi. Future State, moi, j'ai fait celui-là de Batman de John Ridley. Ça, c'est lui avec le fils de Lucius Fox ou c'est le. Exactement, Okay. sauf que ça se passe genre 30 ans dans le futur. OK. Ben, j'exagère, là, c'est peut-être 10-15 ans dans le futur. OK. Donc, c'est comme particulier aussi. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas tout à fait clair parce que, tu sais, toi, je pense à Wonder Woman que tu avais faite, c'est celle-là qui a le thème basané. Ouais, c'est Yara Flor, donc le nouveau personnage qui a été entre autres créé par Joel Jones, qui, moi, est un artiste que j'adore, là, que j'apprécie au bout. Elle va avoir une implication quand même dans le DC normal par la suite. Oui, elle va. Parce que moi, ça, le Dark Detective que je suis en train de faire, ça se passe dans le futur, c'est que le lien avec les séries normales. Ben, j'ai hâte de voir parce que, tu sais, le problème de Wonder Woman, c'est que ça m'a fait beaucoup penser à ce qu'on avait lu, Jean-Nic, entre autres, avec Brian Azzarello, là, c'est que ça a l'air d'être complètement, tu sais, elle est vraiment sur son île avec les dieux grecs, la rivière Styx, puis encore toute la mythologie grecque, puis elle est comme, tu sais, vraiment pas dans l'univers d'ici, là.
Fait que tu Mais suis... c'est correct. Oui, c'est correct. Tu suis la jeune Yara Flor, qui est la nouvelle Wonder Woman. Tu sais pas pourquoi elle est là, tu sais pas pourquoi elle est Wonder Woman. Puis là, il t'amène tranquillement, pas vite, vers quelque chose qui me semble bien. Juste au niveau du dessin, moi, Joel Jones, je suis vendu 100 fois à l'heure. Là. Moi, Lady Killer, c'est quelque chose que j'avais adoré. Là. Je pense même me prendre... D'ailleurs, il faudrait que je vous en parle, de vous donner mes 2 TP, parce que j'aimerais ça m'acheter l'édition de luxe. Elle est belle en tabarnouche. Mais bref, tu sais, fait que j'ai pas vraiment les 2 pieds dedans, Future State, là, mais ça m'a vraiment donné l'impression là, d'un coin de table. Mais en tout cas, il s'achète probablement du temps. Mais parlons de Dead Metal, Jean-Nic, parce que toi, tu l'as pas lu, t'as pas suivi ça. En fait, tu sais un peu où est-ce qu'on est rendu parce qu'on t'en parle, puis que c'est nous-mêmes, on est mêlés quand on essaie de te l'expliquer, là. Ouais, puis je suis allé, dans le fond, je sais que c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment, puis tu sais, je pense pas lire ça, fait que je suis allé écouter une vidéo sur YouTube, tu sais, qui explique la finale. Fait que tu sais, je sais exactement comment ça se termine, fait que tu sais, je vais être capable de suivre avec vous autres, parce que, en tout cas, de la manière que vous en parliez, ça m'intéressait pas tant que ça, c'est pas le genre d'événement qui me plaît beaucoup, fait que tu sais, je vais aller voir comment ils ont résolu Parce que l'univers d'ici, là, l'affaire, c'est que c'est une poupée russe. Tu sais, je veux dire, Crisis on Infinite Earth, oh, le moniteur. Bon, y a-tu quelque chose au-dessus du moniteur? Ah oui, il y a quelque chose d'autre. Puis là, après ça, au-dessus d'eux autres, il y a encore quelque chose d'autre. Puis là, au-dessus d'eux autres, il y a Perpetua. Puis là, au-dessus de Perpetua... Ils font leur poupée russe à l'envers. Ils mettent toujours quelque chose de plus gros par-dessus, c'est que c'est facile à un moment donné. Mais oui, c'était le problème avec Perpetua. Puis quand on avait parlé la dernière fois qu'on avait la moitié de la run de lu, c'est que c'est quand même particulier que la série, qui est quoi? C'était un 7 numéros total? 7 numéros, mais si tu mets tous les one-shots, écoute, t'es rendu à... Même la dernière shot qu'on a reçu avec les 2 derniers numéros, là, il y avait 3 one-shots qu'il y avait, là, puis si tu disais pas les one-shots dans le bon ordre, tu avais des trous dans ces 2 numéros-là, parce qu'il y en a un qui se passe avant un, puis l'autre se passe après l'autre, puis si tu n'as pas lu ces one-shots-là, les one-shots, sérieusement, ils font toute une 60aine de pages chaque, tandis qu'on lit du 22 à 25 pages, un numéro normal. C'est que les one-shots, ils ont plus de stock. Puis si tu ne lis pas, ben, il manque les bouts qui sont entre les numéros. Ben, ça m'a donné l'impression, là, c'est comme si tu écoutais, Jean-Nic, Le Seigneur des Anneaux, mais tu sais, genre, au lieu de te présenter à la bataille d'Helm Deep, il commence tout de suite le retour du roi. Puis genre, si tu veux écouter la bataille d'Helm Deep, ben, faut que tu alloues à part, tu sais. Mais c'est quand même un gros morceau du 2e film. Ah ouais. Tu sais, tu veux dire, tu peux continuer l'histoire. C'est mal d'écouter le Seigneur des Anneaux. C'est ça, exactement, mais tu sais, c'est à peu près comme ça. Tu arriverais sur la bataille finale du Seigneur des Anneaux, puis il t'aurait coupé le bout d'un one-shot où Aragorn, quand il va chercher les revenants, c'est que tu verras un bateau arriver avec plein de fantômes, puis tu serais de fuck, puis pourquoi? Ben, t'as pas acheté le one-shot du mois passé. Ben, le one-shot n'était pas écrit 4.1. Il n'y a rien que je trouve plus insultant, puis c'est ce que je déteste le plus dans le comic puis dans le ongoing, ce genre d'affaires-là. Mettons, il y a un combat, puis là, les fantômes arrivent. OK, ils viennent de où? Ben là, il fallait que tu lises l'autre série à côté pour savoir ça. Je vais le lire dans l'omnibus mais faut être fair. Mais faut être fair, par exemple, parce qu'il y a 2 façons de faire ça. Tu as cette façon-là où le one-shot a son importance, puis c'est cool parce qu'à quelque part, tu l'as pas acheté pour rien. Mais tu as aussi la façon Blackest Night, où le one-shot était une case étalée sur 22 pages qui amenait rien. T'sais, rien, à part des nouvelles prises d'images d'une bataille que tu avais résumée en 2 cases dans le comic en tant que tel. Fait que, tu sais, ni un ni l'autre est le fun. En fait, moi, je vous dirais, si vous faites une série et vous pensez que ça vous en prend 12, faites-la en 12. Tu sais, en plus, tantôt, j'en ai parlé, là, du Endless Winter, ça a été le même problème. Ça avait été présenté comme un event. Ça fait que tu avais le numéro qui était single que tu souhaites acheter par rapport à ça. Tu sais, en avais un de Superman qui était un single tout seul, qui était Endless Winter. Tu en avais 2 de Justice League. Moi, j'ai ramassé ceux-là en faisant comme, ben, tu sais, je suppose que ça va être ce qui est important. De toute façon, on dirait que ça a été comme annulé, ça ne dure rien que 2 mois. C'est que je me ramasse avec les 3 numéros. Je me rends compte que c'est 3 parties d'un event de 6 numéros. Puis que quand je lis des affaires, il y en a qui font comme à suivre dans le Flash 77. Hein? Tu lis l'autre, à suivre dans Aquaman 47. C'est comme, où c'est que c'était écrit, tabarnak, il fallait que je prenne de Flash puis Aquaman pour réussir à finir mon histoire au grand complet. Ça fait que j'avais les 2 numéros, j'avais un numéro du début, un numéro du milieu, puis j'avais genre la fin. Ça te fait pas penser à Wargame, ça, Jean-Nic? Quand il y avait eu le méga event Wargame dans Batman, puis genre, il avait utilisé les 7 séries, puis il y avait eu même, si je me souviens bien, il y avait eu des délais dans certaines séries. Fait que ça faisait en sorte que tu avais, par exemple, la partie 4 dans le 2e numéro de Batman, mais il te manquait la partie 3 parce que le Robin avait été délayé d'une semaine. Puis... Ah ouais, c'était horrible. Rien de coordonné. Puis tu sais, je veux dire, Civil War a fait la même chose chez Marvel. Tu sais, c'est pas une pratique qui est unique chez DC, puis j'haïs ça. Tu sais, ça empêche on fait rien que ça pour vendre des séries.
genre Aquaman puis Flash, ils vendent pas tant que ça, ben genre là, on va obliger les lecteurs assidus qui veulent lire l'histoire au complet à aller acheter un numéro 77 de Flash. Puis, tu sais, Alan, tu vas être d'accord avec moi, ça donne des morceaux aussi à des auteurs qui ont voulu contribuer. Tu sais, exemple, on sait que Schneider est sur Dead Metal. Là, tu as un auteur qui dit hey, moi aussi, je veux toucher un peu à ce milieu-là. OK, ben tiens, voilà les 2 cases que tu peux me résumer en 22 pages. Va chier, là. Si c'était des numéros à 7$. Les one-shots étaient à 6,99$, OK? Ça n'a pas de bon sens. La série normale, déjà, à base, c'est un album cartonné qui est à 5$ US chaque. Ils me vendent des one-shots qui sont obligatoires à comprendre l'histoire dedans, là, à 7$ chaque. Non, va chier d'ici. Ben, ça peut. C'est ce que j'en dis. Obligatoire à comprendre l'histoire, puis malgré les one-shots, on l'a pas plus compris. Là. Ouais, exactement. C'est ça. Là, je vous amène ailleurs. Moi, j'ai lu la fin. J'ai pas lu le voyage pour se rendre là. Là, mettons qu'on met de côté tout le côté labyrinthique de tout ça. Qu'est-ce que vous avez pensé de la série en tant que telle? Puis qu'est-ce que vous avez pensé de la finale? La série en tant que telle a été une belle ride côté dessin. Moi, j'ai adoré les dessins. J'ai trouvé que c'était... Côté dessin, là, Greg Capullo, il excelle dans l'art que McFarlane a développé, c'est-à-dire dans le tape à l'œil et qu'est-ce qui est gros, puis qu'est-ce qui est beau, puis tu sais, qu'est-ce qui est flasheux. Parce que McFarlane, lui, dans chaque page, ça prenait un élément qui se démarquait plus de l'autre. C'est le gars qui a inventé le point qui est en gros devant une case, il fallait à peu près toute la place parce que ça prend quelque chose qui est tape à l'œil. Capullo est fort sur les détails d'un dessin est gros. Sauf que là, il était pogné sur des pages normales, puis il y avait une tonne de détails à mettre. Et sérieusement, là, quand il fait un bonhomme qui est petit, il règle, là, il coupe les points ronds, là. Oui, mais c'est un art que j'apprécie quand même, mais peut-être pas au niveau du détail du dessin que plus des idées que ça a amené. Tu sais, c'était le fun de voir les personnages, tu sais, le costume de Batman, j'ai trouvé cool, le look de Superman, je l'ai trouvé cool, Wonder Woman, j'ai rien à dire. Pour ce qui est de l'histoire en tant que telle, j'ai trouvé ça bon et ça aurait été meilleur si on n'avait pas eu la longue montée aux enfers qui a duré presque 2 ans. Là. Si on avait coupé ce cours un peu puis qu'on m'avait apporté ça rapidement, qu'on avait shorté ça bien comme faut, parce que, tu sais, en gros, là, ce que j'ai compris, tu me diras, Alan, si j'ai mal compris, là, mais en gros, là, tout était pété, il restait juste une terre, puis il y avait une bagarre entre 2 dieux au-dessus de leur tête, puis c'était la bataille finale, dans le fond. C'était un genre d'Avengers Endgame version DC, puis on sent beaucoup qu'il y avait un lien avec ce qu'on voyait dans les sorties cinéma avec Wonder Woman. T'sais, on a voulu faire de Wonder Woman la Superman du DC Universe. On lui a donné la place que Superman a eu pendant des années. Puis c'était un shift qu'ils ont fait. On lui a donné, arrêtez, c'est ça, c'est parce que je pense qu'avec le G5, c'est parce qu'il voulait rebooter, dans le fond, il voulait péter tous les multivers puis tous les refusionner ensemble. Donc, on a eu Perpetua qui a fait péter tout l'univers, qui voulait garder une planète puis en avoir un contrôle entier. Puis, tu sais, elle a fait à peu près un House of M sur cette planète-là. Elle voulait donner à peu près à tout le monde ce qu'il voulait. Exact. C'est à peu près ce que Wanda Maximoff avait fait, qu'elle avait fait son House of M, avait donné à Magneto le contrôle de la planète Terre, puis tous les mutants avaient à peu près ce qu'ils voulaient. Elle avait donné après ça, parce qu'on a eu le problème avec le Batman Olaf, que lui, il voulait créer un anti-univers. C'est que lui, il a foutu le bordel au grand complexe. Oui, c'est que c'est pogné un combat entre 2 personnes qui étaient trop fortes pour rien, qui se tapaient sa gueule en se tirant des planètes sur la tête. Puis tu avais comme les héros en bas qui ont essayé Leur plan était un petit peu bizarre. Tu avais des flashs qui couraient à travers le temps parce que je pense que c'est Wally West, dans le fond, qui avait réussi à se rappeler que tous les multivers avaient existé. Puis c'est lui qui avait rapporté ça aux héros, dans le fond, de la GLA en faisant comme ouais, c'est parce que dans le fond, chaque fois qu'on se bat puis qu'il y a un méga event, on recrée l'univers à chaque fois. Puis regardez, moi, je me rappelle de tout ce qu'on a fait dans toute notre vie. Puis c'est pas chic qu'est-ce qu'on a fait. Non, puis toutes ces crises-là servaient d'énergie pour Perpetua et de Batman Olaf. Fait que là, ils ont comme été... Écoute, c'était compliqué. On a voyagé à travers les crises qui sont intervenus dans le DC Universe. On a retrouvé Superboy. Dans le fond, tout ça, c'était en fait pour redonner comme une connaissance à tous les héros de toutes les vies qu'il y avait eu par après. Dans le G5 qu'on avait souvent parlé, qu'on allait retrouver le Silver Age, qu'elle mélangeait avec le Golden Age. Dans le fond, qu'il allait avoir un nouveau Batman, un nouveau Superman, puis qu'ils autres allaient reprendre possiblement leur âge respectable. Donc, elle allait avoir 60 ans en montant, peut-être même plus. Donc, ça s'enlignait vers ça très, très, très solidement, mais justement, on a parlé de M. Dizio qui s'est fait sacrer dehors, puis le plan du G5 qui est tombé à terre. Et là, on avait Wonder Woman 84 qui s'en venait. Et là, Carl Cadeau était comme la figure de proue pour essayer de sauver le DC Universe et Warner un peu de la merde qui se passe avec la pandémie. Puis du côté film, ça allait pas super bien.
Ils ont décidé de. J'ai l'impression, malheureusement, le timing de la fin de la série est mal tombé, possiblement à cause de la pandémie qui devait finir avant. C'est une grosse pub pour Wonder Woman Ah, 84. c'est une pub pour Wonder Woman Parce que 84. la finale, dans le fond, là, t'as Wonder Woman qui descend genre en enfer, se faire booster en force incroyable. Et pour construire son arme ultime, c'est qu'elle branche son lasso dans l'énergie, je pense, je ne sais plus trop où, pour devenir une super entité de la vérité et rentrer dans le Batman qui rit pour lui donner des grands coups de vérité d'en face. Il se Dans ramasse Wonder jusqu'au Woman Big Bang. 84, elle a pris son lasso, puis elle l'a mis d'un rayon de lumière, puis ça a donné un rayon de lumière de vérité sur toute la planète. Dans le fond, c'était la même calice de fin. Et c'était vraiment un grand speech de 2 pages sur la vérité, l'amour, la justice et le fait que dans le fond de tous, de tout être humain, on est bon, sage et on aime la vérité. Arrêtez, on est toute une bande de trous de cul, c'est pas vrai, mais c'était exactement la même chose. C'était gênant de voir qu'ils ont décidé de scraper la fin de la série pour en faire une pub d'un film. Mais même dans le temps où il y avait G5, là, il y avait déjà l'intention de remettre Wonder Woman au centre. Rappelle-toi, il avait annoncé, entre autres, je pense que c'est dans le numéro anniversaire de Wonder Woman, où on avait fait, justement, là, on avait ramené l'idée qu'elle était la première super-héros. Là. C'était plus Superman, c'était elle durant la Première Guerre. C'est elle que les humains ont vu en premier. Puis il y avait un désir de la part de DC de la remettre au centre. De ce qu'on comprend, c'est qu'elle est ça plus va là. être ramené dans l'event à l'automne de C'est DC, ça, là. le truc, la nouvelle frontière. C'est ça. Là, on s'en va dans ce qu'on appelle, là, après New 52, après Rebirth, là, on s'en va dans New Frontier. Puis moi, ce qui m'a gossé le plus, c'est vraiment l'histoire de, bon, ben là, vous aviez une grosse entité, je vous en ai présenté une plus grosse. Après ça, je vous en ai présenté une plus grosse. Ah, puis en passant, Perpetua, c'est rien parce qu'il y a les mains de la création qui sont encore plus hauts qu'elle. Là. Puis eux autres viennent de voir qu'on existe. Là. Fait que, la main de la création, justement, c'est la Wonder Woman de New Frontier qui s'est pointée et qui a serré à la main de Wonder Woman en faisant comme. C'est ça. Le pouvoir de la création, là, on te le donne. Finalement, on t'en donne la planète comme tu la voulais. Puis le speech de la fin, dans le gros, là, c'est tellement pas se casser la tête qu'est-ce que DC a fait. Mais non, là, on a un omniverse. Leur ligne éditoriale maintenant, c'est qu'on peut écrire, c'est pas une joke, c'est écrit noir sur blanc dans la BD. Il arrive, vous allez vivre des aventures, ça sera peut-être pas toujours conséquent, ça n'aura pas toujours de lien. Des fois, vous allez vous contredire. Des gens qui sont morts vont peut-être revenir à la vie, vont peut-être mourir et revenir, mais tout ce que vous allez faire, c'est vivre des aventures sans conséquences. C'est que dans le fond, c'est écrit, c'est ça, la dernière page de la BD, c'est qu'ils disent d'ici, on ne va pas écrire n'importe quoi. Là. Ça se passe tout le temps. Ça se passe tout le temps. On ne va pas aller chercher les personnages qui sont morts, les ramener, on ne remet pas besoin de l'expliquer. Si 2 séries se passent en même temps et se contredisent, c'est pas plus grave que ça. Et moi, je suis 100% derrière ça. Moi, c'est ce qui me plu le plus de ça. Ouais, vas-y, qu'est-ce que tu en as pensé de ce que tu as vu? Ben, genre, j'étais content de lire la fin avec les 2 Wonder Woman qui se parlent, puis les espèces, c'est des mains, je pense, les espèces de dieux là, qui décident d'ordonner la création de Wonder Woman. Tu sais, je trouvais que ça fitait avec le personnage de Wonder Woman, puisqu'elle a tout le temps été ça un peu, une espèce de déesse, un peu comme Superman, mais tu sais, elle a à l'intérieur d'elle ce côté elle veut laisser le libre arbitre, elle veut laisser les hommes être des hommes, puis à choisir ce qu'ils font de leur vie, que ce soit bon, que ce soit mauvais. Fait que je pense que c'est un bon personnage qu'ils ont pris pour faire ça. T'sais, depuis Infinity Crisis, c'est toujours ça d'ici. Ils cherchent des manières de rebooter leur univers pour que ça devienne, qu'ils essayent du sens. Faire un peu comme le modèle Marvel. Puis à toutes les fois, ils se pètent la gueule parce qu'ils ne sont pas capables de coordonner dans les prochaines années. Ça vire le bordel. Puis là, ils refont une autre Crisis. Plus récemment, ça a été le New 52 puis le Rebirth qu'on a eu. Là, ils ont arrêté de se casser la tête, de dire on fait encore, on fait table rase puis on recommence. Là, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est on va redécoller un nouvel univers. Les héros là-dedans, vous allez voir, ça se peut que des fois, Green Lantern, il y ait des flashbacks de quelque chose qu'il a vécu dans les années 40 qu'on n'avait pas parlé, ou bien une aventure des années 90 qui était plus canon, puis là, ça va y créer un choc post-traumatique. Genre, on n'a plus à se casser la tête avec la logique, on a tout fusionné nos univers, puis ça va avoir des effets random sur les personnages. Puis tu sais, je veux dire, ça reste la fucking bande dessinée. Là. Je demande pas à ce que ça soit une étude sur la métaphysique, puis qu'est-ce qui arriverait dans un monde où les univers parallèles se fusionnent. En fait, c'est une manière éditoriale de dire on va laisser à nos créateurs le champ libre, puis on ne sera plus pognés pour tout coordonner en même temps. Mais en fait, moi, ce que je déplore un peu, c'est que le multivers réglait déjà ce problème-là. Tu avais
des milliers de terres puis des milliers d'histoires qui se passaient sur... Chaque fois que tu avais une histoire qui ne fitait pas, ben, c'était sur une autre terre puis c'était pas plus grave que ça. Mais tout dépend. Ce que Jean-Nic dit, là, c'est parce que c'est vrai. C'est parce que moi, ce qui m'a tombé ses nerfs, c'est que ça a été écrit dans la bande dessinée. Que la ligne éditoriale s'enligne sur ça, c'est correct, mais qu'on me l'explique dans une bande dessinée que je suis en train de lire, je trouve ça ordinaire. Ouais. Moi, je trouve ça brillant parce que, le message honnêtement, que je pense. là, tu lis, mettons, le Green Lantern de Geoff Jones, là, avec qu'il est devenu Parallax ou n'importe quoi. Tu sais, c'est toutes des affaires qui ont été reconnues. Ça a été oublié, ça. C'était plus canon vraiment, ça. Ça va être le fun de pouvoir revenir avec certains détails de même qui ont comme été effacés. Tu sais, des éléments qui ont marqué les héros, puis qui ont été effacés. C'est comme toutes les histoires avec de Flash avaient Flashpoint ou autre. Tu sais, ils en ont vécu de la mort de ces héros-là qui courent vite, là, puis ils ont tellement effacé souvent l'histoire que leur vie a été fourrée souvent. Là. Tu sais, Wally, il a perdu sa famille 2-3 fois dans l'histoire. Là, hein. Non, c'est vrai. Non, mais il y a des choses à ouvrir. Puis, tu sais, il y a toujours deux façons de voir ça. Soit tu fais ça comme ils viennent de le faire là, ou soit tu fais ça comme ils avaient fait avec New 52. Puis ça, on l'a déjà dit dans ce podcast-là, puis je vous l'ai déjà dit souvent, ils n'ont pas été assez patients avec New 52. Ils ont perdu, tu sais, ils avaient refait leur univers, ils avaient effacé tout ce qui s'était passé, puis ils avaient dit, garde, on s'en va par là, un peu comme Ultimate avait fait dans l'univers Marvel. Garde, on va par là, si vous avez des nouveaux lecteurs, c'est par là qu'on s'en va. Mais, tu sais, ils souffrent d'avoir des 60-70 ans d'histoire, là. Tu sais, on lit les Turtles actuellement, là. Déjà, les Turtles, ça commence à être messy, là. Puis plus ça va avancer, plus il va y avoir des incohérences, plus il y a du monde qui y touche, plus ça devient gros, plus la tentation de ramener ça encore au début va revenir, parce que quelqu'un comme, tu sais, je salue notre chum Will, là, qui s'est acheté les TP, là, on est rendu à 11 volumes, là. Tu sais, je veux dire, s'ils veulent renouveler leur bassin de lecteurs puis revoir du monde qui lit la série, là, rendu à 100, 200, 300, 400 numéros, là, c'est du stock, là. Le problème qui reste tout le temps là, tu sais, tantôt quand tu disais, Martin, les multiverses avec ce problème-là, sur papier, oui. Mais le problème, là, c'est que ce qui est toujours arrivé, les auteurs, ils veulent pas écrire. Ils veulent pas se faire dire, tu vas écrire du Batman Terre 3. Ouais, c'est ça. Ils disent c'est quoi l'univers principal. Puis tout le monde veut écrire là-dedans. Puis oui, il y a plein de multiverses, tu peux faire ce que tu veux, mais tous les auteurs s'en crissent. Ils veulent pas aller écrire dans un autre multiverse, ils veulent être dans le canon, ils veulent laisser leur marque puis être celui qui parle de ce personnage-là puis qui est le meilleur auteur là-dessus pour cette période donnée. Fait qu'il n'est pas utilisé le multiverse. Ils vont faire un Earth 2 qui vend pas, puis c'est tout. Fait que le concept reste là, mais il est mal utilisé. Là, ils n'ont rien que fait. On ne jouera plus avec ça. Là. Tout va être dans la même terre, mais les événements vont pouvoir se passer en même temps. Puis chaque auteur va pouvoir gérer ça comme il veut. Ouais, mais je suis curieux maintenant de savoir comment ça va se passer. On va avoir nos premiers numéros de Infinite Frontier. On a déjà vu un peu vers où on s'en allait avec le nombre de séries. Puis, on a tout hâte de voir que ça a donné Bendis sur la Justice League. Ça, honnêtement, là, c'est tout un coup. Là. J'ai vraiment hâte de voir ça. Moi, ce qu'il a fait avec Superman, j'avais bien aimé ça. D'ailleurs, j'ai pas terminé encore la run, ça s'en vient. Là. Mais de le voir sur Justice League, je suis bien content. Puis, il y a des belles séries qui s'en viennent, sérieusement, chez DC, que tu checkes ça. Là, la nouvelle, c'est Immortal Wonder Woman, ça a l'air vraiment intéressant aussi. Tom Taylor sur un Tom Batman. Taylor. Non, ça, c'est une mini-série de 6 numéros. Faut pas oublier. Ouais. On a passé proche. Pendant 2 secondes, j'ai fait « Oh my God! » On a eu notre rêve. Tom Taylor, ça va sur Batman. Mais ça va tellement être bon, là. Ouais, j'ai hâte de voir. Ouais, il y a une bonne équipe qui va être là-dessus, là, mettons. Non, il y a des bonnes choses qui s'en viennent. Puis écoute, dans leur mini-série, dans leur Elseworld, moi j'ai hâte de voir ce qui va arriver aussi avec Black Label. Mais aussi, en plus, quand vous parlez justement des conséquences là, du fait qu'ils vont être capables de n'importe quoi, une série qui avait tombé dans l'oubli, puis pourtant qui avait été reconnue pour être bonne. Martin, tu l'avais commencé. Moi, je me suis ramassé les 16 numéros du premier volume dernièrement chez Marc Comic Hunter à Montréal. Tom Tomasi, qui était sur les Super Sons. C'était très bon, ça. Jonathan Kent, il est rendu une vingtaine d'années dans le courant de l'histoire normale, sauf qu'ils reviennent avec un volume 2, avec les deux qui sont jeunes. Ça fait que, c'est le genre de choses que ça permet, justement. Oui, bien ça, parce que c'est bien ce que tu dis là, parce que des fois, les auteurs prennent des décisions qui ont des conséquences sur le après. Tu sais, Bendis, c'était cool d'envoyer Jonathan Kent dans l'espace, de le faire revenir plus vieux. Sauf que la conséquence que ça a, c'est que ben là, le personnage il est brûlé, c'est fini. Je veux dire, c'est pour ça qu'il l'avait envoyé avec la Justice Société dans le futur. C'est ça. Ben, pas Justice Société, voyons, ceux-là qui sont 3000 ans dans le futur. Legion of Super Heroes. Ouais, la Legion, il l'a envoyé dans la Legion là parce qu'il a fallu qu'il s'en débarrasse. Sauf que c'est ça, mais juste le fait qu'il ramène ça,
C'est super nice. Ah, puis en Je suis passant, bien content. manquez pas ça. Super Son, là, c'est vraiment une belle série. Moi, j'ai lu les 6 premiers numéros, là, le premier arc, là, puis c'est vraiment sympathique. Là. Ça ressemble un peu à Teen Titan de Geoff Jones. Là. Ouais. Il y a une affaire qui était plate avec cette série-là, c'était comme séparé en deux. Tu avais comme Super Son, puis tu avais Adventure of the Super Son. Ça fait que puis c'était le même auteur qui écrivait ça, c'est que je trouve ça un petit peu bizarre. Là. Il sait que tu avais comme la série normale, puis une série qui était plus enfantine encore, qui était Adventure. En tout cas. Hey, passant d'un univers à un autre, toujours dans le DC, Batman Animated Series, qui a souvent et longtemps été considéré comme probablement la plus belle introduction au monde des comics et au monde de Batman. Moi, si tu me disais une série parfaite de Batman, là, où est-ce qu'on pourrait commencer du point A puis finir au point Z, puis tu as l'ensemble de la carrière de Batman, puis de pas mal tout ce qui a été fait ou écrit sur Batman, ce qu'il y avait de meilleur se retrouve un peu. Moi, j'appelle ça le Ultimate Batman. Là. C'est quand il y a une bonne idée dans le comic qui est mal exploitée, elle revient dans cette série-là, puis elle est toujours mieux ou bien exploitée. Ça a sauvé des personnages, ça a même créé des personnages. Ça s'était terminé, entre autres, avec la Justice League Unlimited, puis ça avait terminé avec 3 épisodes de Batman Beyond qui étaient mélangés avec Justice League. On avait mis un point final à toute cette histoire-là. Puis finalement, ça a continué en comic. Il y en a eu quelques-uns. Là, il y en a une série actuellement en comic. Et de ce que je comprends, c'est que là, on voudrait peut-être revenir à la télévision avec un show de Batman seulement. Là. Ben, ils veulent faire une suite, ils veulent faire pas de saison 2, mais un deuxième volume à Batman The Animated Series. Bonne ou mauvaise idée? Si c'est bien fait, c'est une bonne idée. Paul Dini écrit encore. Il a fait une série de 7 numéros dernièrement chez DC qui suivait les aventures de Batman The Animated Series. Il a amené Deathstroke dans cette série-là. Il a amené d'autres personnages. Il a amené Red Hood, Jason Todd. Il a fait une origine de Jason Todd dans cet univers-là. Honnêtement, j'ai lu ces 7 numéros-là. C'était super intéressant. C'était super bien amené. Donc, je ne vois pas vraiment où ce qui peut être le problème rendu là. Jean-Nic, bonne ou mauvaise idée? Bonne idée, parce que les deux forces créatrices, comme Alan disait, tu as Paul Dini qui écrit encore, qui fait du stock. Donc, s'il le ramène, oui, puis s'il ramène Bruce Timm aussi, c'est lui qui était comme le mastermind derrière toutes les séries. Là. Il était derrière le Superman, la Justice League aussi. Je vais réécouter un épisode quand ils ont... Ben, en fait, c'est une rumeur, parce qu'en gros, là, c'est Kevin Smith qui en a parlé sur son podcast, qui avait entendu parler que ça se discutait chez HBO puis Warner là, de ramener cette série-là. Moi, je trouve que ça fait du sens. Puis, tu sais, c'est une mine d'or. Là. Ils ont tellement bien fait ça, même si j'aime pas beaucoup le choix artistique qu'ils ont fait pour comme la deuxième moitié de la série, là, quand c'est devenu de New Animated Series. En 97, ça, je pense. Oui, c'est considéré comme saison 3 et 4, là, mais en tout cas, le design des personnages a changé à partir de ce moment-là. J'aime un peu moins, mais je veux dire, ça se tient encore, c'est écœurant. C'est ça, j'ai réécouté des épisodes la semaine dernière, puis ça a super bien vieilli. L'univers est fantastique. Ben, c'est tout ce que les comics... Quand j'avais 7 ans, puis j'ai 30 ans, puis je trouve ça encore super animé. Là. C'est tout ce que les comics n'ont jamais été. C'est-à-dire que tu écoutes ça du début jusqu'à la fin, puis tu seras jamais mêlé. Il n'y a pas de multivers, puis il n'y a pas de magie, puis il n'y a pas de on retourne dans le passé, puis on retourne... Non, c'est straightforward. Là, tu commences, puis tu écoutes ça, puis les personnages évoluent quand même, puis il y a des... ils ont repris toutes les bonnes idées qu'il y avait dans les comics, ils les ont amenées là-dedans. Des fois, ils les ont tweakées. Il y a des origines qui sont meilleures même dans l'Animated Series que dans le comic même. Là. On pense à Mr. Freeze. Si Mr. Freeze est devenu aussi intéressant dans le comic, c'est en partie grâce à Bruce Timm et Paul Dini. Puis, tu sais, quand on parle mettons, le Joker, qui est probablement le méchant le plus connu de l'univers de Batman, quand on pense à ses interprétations, Mark Hamill nous vient en tête, ça vient des Animated Series aussi. Là. Le fait qu'il ait laissé une marque aussi forte sur le personnage, ça vient de là. Le voice acting était complètement malade. Là. C'était Adrienne Barbeau qui faisait la voix de Catwoman, Paul Williams qui faisait le pingouin, comment il s'appelle, Kevin Conroy qui fait un Batman qui est vraiment génial. Puis même dans la direction artistique de la série, c'est super cool. Ça reprend beaucoup des éléments de Tim Burton. Puis c'est un Gotham qui a le ciel est tout le temps rouge, fin noir. L'architecture. Très 1930. Ouais, mais c'est parce que oui, c'est comme intemporel. Si je me trompe pas, justement, c'est parce que c'était le design de la série qui était fait de même. C'est parce que c'était un des seuls dessins animés qui était fait sur un carton noir à la base et c'était dessiné par-dessus. Exact. Puis c'est une série aussi où on avait notre propre trame sonore, ce qui était peu commun à cette époque-là. On avait des pièces d'enregistrer pour chacun des épisodes importants. Puis ça sortait en même temps ou presque en même temps que Batman Returns. Là. Donc ça empruntait vraiment la facture visuelle de Burton qui, pour moi, ça colle à Gotham. Là. Tu vois ça, c'est Batman. Là. Puis tu sais, leur Batman profite de tout ce qui s'est écrit puis de tout ce qui s'est fait sur Batman. T'sais. Après ça, tu sais,
tu parlais de la 3e et 4e saison, là, où on a revampé un peu le style d'animation, mais on a fait évoluer les personnages aussi dans ces 2 saisons-là. Le Batman qui parlait aux kids, puis qui était enquêteur, qui était curieux, qui avait l'air un peu plus jeune, est devenu rapidement un esti de vieil enfoiré. Là. Ouais. Dans la saison 3 et 4, là, c'est un malade mental. Là. Il y a un épisode qui est mon préféré de toute la série qui s'appelle Over the Edge, qui justement se passe dans la saison 3. J'aime pas le design, là, mais l'épisode est fucking parfait. Ça commence avec le manoir de Bruce Wayne qui se fait défoncer par Gordon et la police. Ils disent on sait que t'es là, Bruce, rends-toi. Ils se sauvent dans la cave, ils font tout sauter, ils ramassent Alfred. Gordon est sur le bord de tuer Batman, c'est Alfred qui saute dessus pour le sauver. Il s'en va en bateau avec Robin. Là, tu fais comme c'est qui se passe. Puis là, tu apprends que comment ça s'appelle? Barbara Gordon est morte. A voulu essayer de pogner Scarecrow sur le top d'un building. Scarecrow, il a envoyé du gaz en face. Il a poussé en bas du building. Elle tombe sur un char de police. C'est le char de Gordon. Elle crève là. Elle crève dans les bras de son père. Là, il y a des masques, puis il se rend compte que c'est Barbara. Puis il part en guerre contre Batman. J'avais des frissons tout le long de l'épisode. Je l'ai vu genre 50 fois. Je connais l'histoire. Je connais le punch. Mais j'étais là. My God, que c'est encore efficace. Puis c'est un nerdgasm, là. C'est tellement cool ce qu'ils ont fait, le développement des personnages. Puis, en tout cas, la finale, on la voit venir un petit peu. Là, je suis en train de vous garocher ça, puis j'imagine que vous comprenez où ça t'as s'en dit va, Scarecrow, mais on voit... exact, c'est ça. Ça joue un rôle là-dedans. Mais tu sais, même si au final, c'est comme pas arrivé pour vrai, les implications qui sont là, les discussions que les personnages ont entre eux, ce qui se passe dans l'épisode, c'est traité avec du sérieux. J'étais là, hey, pour un show fait pour les enfants, ça n'a pas de bon sens qu'il soit allé là. Non, puis puis ce qui est le fun, c'est que tu le suis dans la première, deuxième, troisième saison, puis même sans dire qu'il est en début de carrière, tu n'as même pas besoin de le dire, tu le vois, tu le sens. Il se trompe un peu plus dans les premiers épisodes que... Puis avec tout ce qu'il vit, il devient tellement un enfoiré, pire que dans le comic. Là. Je veux dire, dans le comic, à un moment donné, Batman, là, ça avait juste plus de bon sens. Là. À l'époque de Tower of Babel, puis de Batman Hush, puis vers la fin, là, vers Infinite Crisis, là, ça avait juste plus de bon sens. Écoute, il y avait des drones partout, puis il surveillait tout le monde, puis il était devenu à moitié fou. Puis ça, là, ça se reflétait même dans le dessin animé. T'sais. Dans la 3e, 4e saison, il était devenu un peu comme ça aussi. C'est fou raide. Puis, tu as parlé de ton épisode préféré. J'ai changé l'épisode. Je voulais vous parler de Per Hands to Dream, où ça ressemble un peu à Over the Edge, juste encore le Scarecrow. Puis, il se réveille, ses parents sont pas morts. Puis, c'est quelqu'un d'autre qui est Batman. Fait qu'il se confronte lui-même. Mais je vais te parler plutôt de l'épisode de Two-Face, qui était un 2 parties, qui encore aujourd'hui, je l'écoute, puis je fais comme, c'est du Christ de génie, parce que dans l'épisode, Two-Face est Two-Face avant d'être Two-Face. Et ça, pour moi, là, c'est du génie, parce que ça n'a jamais été repris après, ni dans The Dark Knight, ni dans les autres interprétations, ni dans Long Halloween. Dans le Animated Series, on parlait de santé mentale et Harvey Dent était déjà troublé avant l'accident. Ouais. Il y avait déjà des signes qui étaient malsains. Il y avait déjà une double personnalité avant l'accident avec l'acide qui fait cristalliser sa maladie mentale. Et c'était du génie là, pour l'époque. Puis pour une série qui s'adresse à des enfants, là, c'était comme wow, tu sais, c'est comme les enfants n'attendaient pas qu'il vous arrive de quoi qui cristallise votre problème, tu sais. C'est comme soignez-vous pendant que vous pouvez vous soigner, tu sais. Soyez là avant qu'il arrive un événement qui fait en sorte que ça devienne votre quotidien, tu sais. C'était un épisode qui était du génie. Alan, t'as acheté le coffret, tu me disais que t'en avais écouté peut-être juste 4 épisodes, mais si t'en avais un à choisir. Non, j'ai écouté la série qui a passé à TVA, oui, je pense. oui. Je me trompe pas. Sauf que moi, tu sais, plutôt que d'y aller, c'est une écoute qui serait plus récente. Moi, je vais y aller avec l'épisode qui m'avait plus marqué dans le temps que j'étais jeune puis que j'écoutais ça. Parce que, tu sais, il faut dire que ça remonte des années 90. C'est une époque où je connaissais pas vraiment Batman non plus. Donc, moi, l'épisode m'avait marqué. J'essaie de trouver le titre, puis je pense que je me trompe pas. Je pense qu'il me semblait que ça avait 2 parties. C'était de Demon Quest. Ah oui! Ah, c'est bon ça, c'est sûr. C'est basé sur le comic de Denny O'Neil. Ouais. Ça, en quelque sorte, c'est vraiment un épisode où c'était vraiment Batman contre Ra's al Ghul. Puis ce qui m'avait marqué, moi, à la fin de ces 2 épisodes-là, c'était le combat entre Ra's al Ghul puis Batman à la fin, parce que
sais, tu as Ra's al Ghul qui l'appelle toujours détective dans sa série-là parce que c'est un véritable détective, puis il l'a toujours considéré comme tel. Sauf que cet épisode-là avait traité Batman comme qu'est-ce qui est supposé d'être un ninja qui se combat avec honneur. Parce qu'à la fin, dans le dernier combat, il enlève son corps. C'est pratiquement Bruce Wayne contre Ra's al Ghul, puis c'est plus le Batman contre l'autre, c'est deux humains qui combattent. Puis c'était ça qui était le fun, parce que ça amenait le côté détective, puis ça amenait le côté ninja de Batman. Ça ne nous présentait pas comme un être humain qui était surentraîné, non. Ça nous expliquait que Batman, c'est un fucking ninja. Et si on y va à l'époque, justement, du Batman des années 89, 1989, que Tim Burton nous avait apporté, on n'était pas habitué. On savait que Batman faisait fort, puis qu'il savait se battre, mais le côté ninja était pas super apporté. Et ce série-là nous l'avait très clairement apporté dans The Demon Quest. Puis c'est ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que ça avait été chercher les deux côtés, art martial et détective du personnage, puis ça l'avait vraiment présenté clairement à tout le monde. Puis c'est un bel exemple aussi de reprise de matériel dans les comics, parce que Tale of the Demon, sur lequel c'est basé, d'ailleurs, c'est dans cette série-là qui couche avec Talia, là, Damian Wayne. Là, parce qu'à la fin, il part avec. C'est ça, Damian Wayne, c'est là qui est conçu. Là. C'est dans cette série-là. C'est une série des années 70, si ma mémoire est bonne. Puis, tu sais, quand tu lis le comic, c'est très 1970, comme on avait déjà parlé dans l'autre podcast. Là, c'est d'une autre époque. Mais ils ont pris tout ce qu'il y avait de bon dans ce comic-là, puis ils l'ont actualisé, puis ils l'ont mis en image. Puis ça, c'était l'une de leurs forces. Là. Prendre quelque chose du comic là, qui était plus ou moins bien exploité ou que, tu sais, c'était pas si hot, puis ils nous mettaient ça en pleine face, puis ça, c'est un maudit bon deux parts. Écoute, il kidnappe Robin, puis il est obligé d'aller le chercher, puis il est avec Ubu, là, l'espèce de garde du corps, puis il donne 3 prises avant de sacrer une volée, genre, à un moment donné, il dit « OK, 2e prise, man. La prochaine fois, je te slug. » Mais c'est vraiment un bon épisode de Demon Quest. J'ai l'impression que la bataille de Revenge of the Sith était basée de ça, parce qu'ils se battent dans des roches pendant qu'un volcan qui coule. Là. Y a-tu un higher ground, par exemple? Je sais pas s'il y avait un higher ground, par exemple, mais ça se peut. S'il n'y a pas de higher ground, c'est pas une bataille à la Revenge of the Sith. Calice. Hey, c'est bon. Fait qu'on va suivre cette rumeur-là. Puis écoute, si vous avez l'occasion de vous retaper ça, là, Batman The Animated Series, d'abord, il est pas très cher, le coffret. Je pense pour une centaine de dollars, tu peux mettre la main dessus. Là. Ouais, si tu prends le coffret de base, effectivement. Moi, j'avais celui-là avec les petites figurines pop, parce que, bon, comme d'habitude, vu qu'il est plus rare et qu'il n'y a rien de plus, ben, il coûte cher. Là. Parce que moi, j'avais les 4 quand ça en sorti en DVD, moi, c'est la première chose que j'ai faite, c'est de les acheter parce que. Puis en plus, je pense que dans celui de base, vous avez en plus les films, parce qu'on n'en a pas parlé, mais Mask of the Phantasm est encore, selon moi, un des meilleurs films de Batman. Tous les films sont dans mon coffret, effectivement, j'ai tous les films aussi avec, mais Mask of the Phantasm, ben, c'est quelqu'un qui veut pas lire de BD, qui cherche les origines de Batman, c'est parfait. Donc, ça prend 1h20, là, puis tu comprends tout ce que vient le personnage. C'est-tu beau, ce film-là? Ce film-là est encore aujourd'hui un de mes préférés. Puis on aura l'occasion d'en reparler, Alan, peut-être plus tard, parce qu'on est en train de suivre Batman Catwoman de Tom King. Puis on a ramené le personnage de Phantasme. Puis on a ramené Andrea Beaumont. Fait qu'on l'a même pas, genre, retconné ou ajouté quelque chose. On a fait comme si le film existait. Puis j'ai hâte de voir où est-ce que ça s'en va. Si Tom King est vraiment en train de rentrer le canon, l'histoire de Mask of the Phantasm, parce que c'est intéressant, parce qu'il l'appelle Andrea Beaumont, puis ils font référence à ce qui s'est passé dans le animated movie. Fait que j'ai hâte de voir où est-ce que ça s'en va. Il y a un seul numéro de lui actuellement, là, mais je trouvais ça intéressant, fait qu'on aura l'occasion d'en reparler. OK, je vais me planter, là. Attends, Rorschach. Je veux que vous me parliez de Rorschach. D'abord, ça avait fait la controverse, ça. Là. C'est-tu réglé, la petite controverse? Là? Ouais, mais je pense que le monde a compris que Jay Lee avait le droit de dessiner. Là. Ah, OK, bon, c'est réglé. La petite guerre contre Dynamite Studio, là, à cause que... je te dis, moi, quand j'ai vu la crise qu'il y a eu contre Dynamite, à cause qu'ils faisaient des covers de filles sexy, ils font Vampirella, puis ils font des séries... Ils font Red Sonja à un moment donné, là. C'est juste normal. Moi, je me dis que si on est en 2020 puis Top Car existerait encore, là, ça serait pas chic. Là. Il y a du monde qui serait fâché quelque part. C'est parce que Michael Turner a fait un peu sa carrière là-dessus aussi, là. Tu sais, les filles de Aspen n'étaient pas tellement bien habillées. Ben, je suis encore en train de lire The Witchblade, puis c'est Michael Turner qui dessine aux 3/4, puis les jambes de 6 pieds, puis c'est ça, le 36 qui déborde, là. Fatum, là, la seule série qu'on a lue sans jamais rien comprendre ce qui se passait dans la série. Hein. Ouais. Les pages, on regardait les pages. Mais bon, je veux que tu me parles un peu, Jean-Nic, de... Oui, je vais faire ça bref, parce que la série est pas avancé beaucoup. Là. Ça va être un 12 numéros. Présentement, il y en a 3 de sorties. OK.
Mais je trouvais ça important d'en parler parce que je veux vous amener sur ce sujet-là un peu parce que moi, ça a comme confronté mon idée les maudites séries qui sortent, tu sais, une fois par mois, une fois ou 2 mois. Là, c'est un 12 numéros. Là, j'ai l'exemple parfait d'une série que ça me gosse. Rorschach, en gros, là, la série est canon avec la bande dessinée, mais elle est aussi avec la nouvelle série télé qui est sortie. Oh boy, ok, c'est audacieux. Genre, ils considèrent, dans le fond, et c'est pas encore clair ce qu'ils vont faire. Ben, Tom King, il a dit qu'il considérait tout canon, mais tu sais, il y a comme pas vraiment de référent avec les Before Watchmen. OK. Mais la série, en gros, ça commence, c'est du classique Tom King. Là. On voit un Rorschach sur une espèce de pont c'est une présidentielle, puis le candidat va être élu. On est genre en 2020. Ça semble être un coup pour assassiner le candidat à la présidence. Rorschach mange une balle dans la tête. Il y a une femme Rorschach avec lui qui, elle aussi, mange une balle. Les deux meurent. L'histoire commence où on a un enquêteur qui est devant les 2 cadavres qui essaie de comprendre pourquoi 2 personnes se sont habillées comme Rorschach, pourquoi ils voulaient assassiner celui qui va se présenter comme le prochain président, de où ils viennent, pourquoi ils ont fait ça. Puis ces personnes-là sont dures à identifier, les doigts sont brûlés, puis pourquoi il aurait utilisé l'identité de Rorschach. À travers cette histoire-là, on apprend à connaître les 2 personnages, de où ils viennent, pourquoi ils sont rendus là. C'est du Tom King, fait il y a beaucoup de dialogue. C'est super bien dessiné, c'est super cool. Quand c'est sorti, puis le premier numéro était là, je l'ai lu. 10 minutes après l'avoir lu, j'étais là, c'est bon, mais je me rappelle pas. Je l'ai lu une 2e fois, puis la semaine suivante, je me rappelle même pas l'avoir lu tellement ça m'avait pas marqué. Puis j'étais là, je suis pas sûr que j'ai le goût de continuer ça, mais je l'aime tellement, Tom King. Puis tu sais, je veux dire, Rorschach, c'est un personnage qui est cool, puis fait que finalement, j'ai reçu le 2e, 3e numéro, je les ai laissés traîner sur ma tablette. Puis là, j'ai dit, je vais donner une chance, je vais relire le premier numéro pour me remettre dedans. Puis je vais lire le 2 puis le 3. Et puis là, je suis tombé en amour bien raide. Là, à partir du 2e numéro, là, on travaille un peu plus sur, tu sais, là, l'enquêteur décolle sa job, puis il commence à creuser sur c'est qui ces personnages-là. Et c'est hyper intéressant, là, une petite fille qui vient du sud des États-Unis. Son père était super violent, mais il a appris à se protéger depuis qu'elle était super jeune. Elle virait folle pour des raisons X. Elle a entraîné le personnage qui est folle, devenu parce que son père, il faisait partie d'une communauté de redneck qui combattait les squids. Ouais, c'est ça. Parce que son père, ramène... on ne sait pas. Son père a tué sa femme d'une balle dans la tête parce qu'elle virait folle puis il disait que c'est la faute des pieuvres. Mais on n'a aucune preuve que c'est vraiment ça parce qu'à la fin, il demande à sa petite fille, qui a à peu près même pas 10 ans, d'y tirer de balle dans la tête parce que le gars fait une dépression puis il dit, je pense que les squids ont pris le contrôle de moi et tire-moi de balle dans la tête. Il donne le pistolet puis il est à côté sur une tombe puis il dit à sa fille, là, il faut que tu me tues. Je t'avais parlé des pieuvres qui vont me contrôler. Ils sont en train de prendre le contrôle. Puis, il n'a même pas le temps de finir sa phrase, puis il fait sauter la tête. Aïe, aïe, belle enfance. Puis là, on comprend que c'est ce personnage-là qui a entraîné l'autre personnage qui est devenu le nouveau Rorschach. Puis ces 2 personnages-là sont morts quand la BD commence. Fait que, tu sais, puis, genre, le côté enquête, puis pourquoi, puis c'est genre, on est OK bien raide. Là. En parallèle, je me trompe pas, le détective aussi enquête sur la mort du gars qui a écrit l'histoire de pirate dans la bande dessinée Watchmen. Ouais. Mais... Ça fait qu'il y a beaucoup de corrélations bizarres avec la série TV, la BD et tout. Parce que, tu sais, on parle de ce qui s'est passé avec le gars qui écrit la bande dessinée du pirate qui servait d'interlude entre chaque numéro de la série Watchmen. On a l'histoire des squids. Tu sais, dans le fond, dans la série TV, on a vu que les bébés squids tombaient puis ça faisait comme un contrôle de la population. Donc, ça a l'air à mélanger beaucoup de choses. C'est le problème que Tom King, la façon qu'il écrit, c'est un gars qui emmène beaucoup de détails et qui fait beaucoup de maxi-séries. Ça fait que tantôt qu'on va parler de WandaVision, on va arriver à peu près sur un consensus qui ressemble à ça. C'est que des fois, quand c'est trop long entre chaque épisode ou chaque numéro, puis que les détails sont trop longs à venir, c'est dur à embarquer. En fait, c'est drôle parce que j'allais justement vous demander, est-ce qu'on est devenu impatient avec le temps ou c'est ça Martin, vous vous rappelez que je vous ai fait lire Miracleman? Oui. Est-ce que Miracleman aurait été aussi bon à lire par mois ou à le dévorer one-shot? Pour l'impact que ça avait? J'ai l'impression que ça dépend du type d'écriture puis comment c'est apporté. Parce que Miracleman, moi, honnêtement, je pense que j'avais lu ça mois par mois. Je le vis présentement avec, comment il s'appelle, Flash Gordon de DC, je perds son nom. J'en ai qui se fait série avec moi. Adam Strange. Adam Strange. Exactement, c'est le même principe.
ça amène tranquillement pas vite, parce qu'Adam Strange, au moins, tu as des cliffhangers qui te donnent envie de suivre un peu, mais j'ai l'impression que je vais payer Adam Strange, si je l'en lirais les 12 numéros de suite, je vais trouver ça meilleur que quand je l'ai lu là par Non, mois. vous avez raison. Mais Puis c'est un peu le même Adam feeling que Strange, j'avais là. avec. Excuse-moi, Jean-Luc, c'est le même feeling que j'avais avec Saga. Tu sais, Saga, j'ai eu la chance de le lire en compendium, là. Mais je m'imaginais lire ça une fois par semaine pour les 12 premiers numéros, là. J'aurais peut-être pas accroché, là. Tu sais, c'est long, là. Ça aurait été lourd, ouais. Adam Strange, le Strange Adventure, je t'arrête de le faire aussi. Je pense qu'on est rendu au 6-7e numéro, puis je pense que je les ai pas lus encore 6-7. Je dois être rendu à 4 ou 5. Mais je me rappelle un peu de ce qui s'est passé. Mais là, ils sont fucking Rorschach. Ça a décollé au mois d'octobre. On est rendu au mois de janvier. On a 3 de fêtes. C'est une série de 12. Je vous disais là, que quand j'ai lu le premier, je l'ai oublié 10 minutes après. Moi, là, c'est plate parce que je capote sur cette série-là. Mais genre, elle va se terminer à la fin de l'année ou peut-être même l'année prochaine. Ouais, c'est le problème de toutes les maxi-séries. C'est quelque chose qu'il faut que tu lises en TP. Là, Ouais. C'est impossible de lire ça une fois par mois. J'ai pas eu le problème avec Warren Ellis puis son Batman The Grave. Oui, ben, même problème qu'on va avoir avec Batman Catwoman en passant. Là. Non, mais Batman The Grave, je te dis, là, je l'ai lu mois par mois, là, puis vu que c'était beaucoup drivé action, puis que l'histoire était facile à suivre, c'était super le fun de le suivre. Warren Ellis a réussi à faire quelque chose qui marchait à côté single. Mais il y en a qui ça peut juste pas fonctionner. Puis c'est drôle parce que c'est Tom King. En plus, genre, les 3 séries qu'on a parlé que ça marchait pas, puis même c'est tout Tom King. Parce que c'est un gars qui est lourd sur son écriture. C'est un gars que tu lis en TP. C'est un gars qui aurait peut-être plus avantage à sortir du Black Label direct en TP ou à avoir parce que il écrit comme un gars qui planifie beaucoup puis qui coupe ses histoires. Ça fait que oui, il est capable de les couper à des endroits qui sont stratégiques, sauf mais pourquoi il offre pas des livres comme la série de Earth One rendu là, tu sais? Earth One, là, ils sortent, c'est un volume, acheté déjà, merci, bonsoir. Non, c'est parce que c'est la rentabilité, c'est de la vente par mois, plus après, c'est de la vente de TP. C'est juste une question monétaire puis d'argent. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre à tous les mois. C'est que quand tu vends du TP, tu n'as pas de l'argent qui rentre à tous les mois. Ouais, effectivement, mais c'est de valeur parce que ça nuit un peu au produit. Ouais, ça ne nuit pas vraiment au produit parce qu'elles sautent et ils l'achètent. Puis si toi, tu veux le lire 6 mois après, ben c'est comme. Ça revient au même. Là. C'est ta façon de consommer qui change. Là. Le fait qu'il sorte par single avant, c'est parce que toi, tu te crées un hype et tu trouves ça long à attendre, mais en réalité, il faut que ça se dessine puis il faut que ça s'écrive. C'est le même temps. Là. Mais moi, je suis en train de me dire, avec cette série-là, puis c'est plate, ce que je devrais faire, c'est les acheter en single, puis d'attendre que la série soit terminée, puis les lire. Sauf que ça ne me donne rien de faire ça. Non, parce que tu es à un mois ou deux du TP. Je vais m'acheter un TP. C'est ça. C'est parce que le problème, c'est que le temps que tu attends qu'elle soit complétée, tu es à un mois ou 2 du TP. Là. Fait que rendu là, tu vas avoir eu quoi? Un mois d'avance? Rendu là, pour le prix que ça va t'avoir coûté à 5$ du numéro, tu es aussi bien d'attendre le TP. C'est une question de logique rendu là. Mais pour ce genre d'affaires-là, je suis d'accord avec toi, je commence à penser aussi à attendre au TP, que c'est moins compliqué. T'sais. Mais on verra en temps et lieu. Hey, je vais vous entendre aussi parler sur Other History of the DC Universe. C'est quoi ça? Je ne l'ai pas pogné, puis je suis convaincu que ça m'aurait intéressé. J'en ai que tu vas être capable de parler mieux que moi de John Ridley, Monsieur Ridley. C'est drôle parce que tu l'as évoqué un peu tantôt. C'est lui présentement qui écrit la série de Batman qui était supposée être le G5, là, le Batman dans le futur avec le fils de Lucius Fox. John Ridley, dans le fond, c'est un scénariste américain. C'est lui qui a écrit 12 Years a Slave, qui a gagné le scénario. Il a été oscarisé il y a une couple d'années. Il est nouveau à la bande dessinée. The Other History of the DC Universe, c'est une série chez Black Label en 5 numéros qui reprend des moments marquants. En tout cas, de la manière qu'il présente la série, c'est qu'il présente des moments marquants de l'histoire de DC, mais vus à travers un autre œil. L'autre œil, dans le fond, c'est des personnages noirs, puis comment eux, ils ont vécu ces grands événements-là. Le premier numéro qui est sorti, c'est fucking magnifique. C'est un Black Label en gros volume, là? Oui, exact. Comme la plupart des autres séries qu'on a faites. Oh, il est beau. Pourquoi j'ai pas pogné ça? Moi, je suis bien cave. L'avantage, là, j'étais en train de chialer tantôt sur les séries, là, ça va être un 5 numéros. Les 5 numéros sont tous sur des personnages différents. Donc, ils peuvent tous être lus indépendamment. Le premier numéro, c'est sur Black Lightning. En gros, on passe à travers son histoire à lui. On décolle avec la naissance du personnage jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite, si on veut. Mais c'est traité un peu comme une espèce de year one. Genre, il y a une attitude très terre à terre. Puis, tu sais, Black Lightning, c'est un personnage
pour les fans de Marvel, c'est un peu comme mettons, un Daredevil ou un Luke Cage. C'est un gars qui est très terre à terre. Genre, il est dans son milieu. À la base, c'est un ancien athlète olympique qui est professeur dans un espèce de petit ghetto. Puis il a décidé qu'il allait s'impliquer dans son milieu. Tu sais, il est proche de ses élèves. Puis il est dans une ville qui est contrôlée beaucoup par les gangs de rue. Il y a beaucoup de problèmes de drogue. Puis c'est un peu, tu sais, la plupart des jeunes dans cet univers-là ont de la misère à s'en sortir. Beaucoup s'en vont du côté des gangs de rue. Lui, il essaye d'apporter un côté positif à ça. Il a un super pouvoir, il peut contrôler l'électricité, puis un jour, il décide d'utiliser ça pour régler les problèmes de criminalité qu'il y a dans son milieu. Je vais laisser ça comme ça. Mais à travers cette histoire-là, on voit qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de cet homme-là, mais qu'est-ce qui est arrivé chez DC aussi, puis comment lui l'a perçu, puis comment il était perçu par les autres. Et c'est absolument génial. Parce que quand ça commence, je me disais, ils sont tombés dans le piège de lui, il est en train de pogner des thugs puis de se battre contre des criminels qui essaient de vendre de la drogue. Puis là, ils te comparent ça à Justice League, puis ils vont te dire, bon, Superman s'occupe bien des gros problèmes, puis des blancs, puis les noirs sont laissés de côté. Mais finalement, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est beaucoup plus gros. C'est un gros pied de nez à ce qu'a été la bande dessinée depuis plusieurs années. Mais au final, ça revient sur lui. Parce que, tu sais, il y a comme un passage où il parle de John Stewart, le Green Lantern. Puis il essaye de nous faire croire que, tu sais, c'est un super-héros noir puis que c'est un leader. Mais il ne faut pas oublier que ce gars-là, il est rien que leader quand le vrai Green Lantern, qui est Hal Jordan, qui est un blanc. Stand-by, tu sais. Ouais, c'est ça. Lui, Réserviste. il est assis sur le banc, puis c'est le joueur de réserve que la Justice League ont mis là pour dire tu vas avoir le go. Puis lui, il le perçoit comme ça. Puis il le rencontre à Mané, puis il jase avec, puis il est très froid. Et plus tard dans l'histoire, ces deux personnages-là ont. En fait, je ne veux pas spoiler, mais je veux dire, c'est des affaires qui sont déjà arrivées. John Stewart, en tant que Green Lantern, à Mané, il a eu à détruire une planète. Ben oui. Et tuer tous les habitants qui étaient là-dessus. Ça l'a fucké pendant un dépression. Ouais, c'est ça. Il a essayé de se suicider, puis à toutes les fois qu'il essayait de se suicider, son ring l'empêchait de mourir. Là, il a garoché son ring dans le fin fond de toutes les galaxies. Il a essayé de se mettre une balle dans la tête. Le ring revenait à travers les dimensions pour l'empêcher de mourir. C'est vraiment lourd comme histoire, mais à ce moment-là, même s'il n'est pas capable de mourir, il prend sa retraite, puis le personnage de Black Lightning décide d'aller parler avec lui, puis là, se rend compte de son côté humain, puis ce que ça implique. À tous les 2 pages, tu as le goût de brailler tellement c'est lourd. Mais là, il y a juste un numéro de sortie? Oui, et le numéro se suffit en lui-même parce que le prochain va être sur un autre personnage, puis sa vision de l'univers de DC. T'allais dire, Alan? C'est parce qu'en plus, c'est pas une BD, c'est ce que moi puis j'en ai qu'on qualifie comme un roman graphique en quelque sorte. Donc, c'est du texte. Dans le fond, ça revient à une nouvelle courte d'environ 50 pages, si on prendrait ça au niveau roman. Sauf qu'il y a des images à travers tout ça. Il n'y a pas de bulle. Il n'y a personne qui parle là-dedans. Dans le fond, John Ridley, lui, quand il écrit ses films ou n'importe quoi, c'est parce qu'il est du côté, il est très pro-communauté noire, puis c'est quelqu'un qui parle beaucoup de tout ce qu'ils ont pu vivre, puis c'est quelqu'un qui traite vraiment de ces sujets-là qui sont pas toujours dettes, surtout au niveau des États-Unis ou haut. C'est que ce qui était brillant avec la façon qu'il a amené monsieur, c'est Jefferson Pierce, le Black Lightning, c'est qu'il prend vraiment de l'origine du personnage avec les années réelles. Ça fait que le personnage, dans le fond, il parle de sa vie. Je pense qu'il a pris sa retraite à peu près une quarantaine d'années en 1995. Ça fait que quand il était jeune, c'était avant les années 70. C'est que quand il était un athlète noir, c'était à une certaine époque, parce qu'il y a eu quelques petites catastrophes à certaines Olympiques. Puis lui, il parle toujours du côté que les Noirs, comment ils sont perçus. Puis justement, c'est que quand il décide de devenir un athlète olympique, c'est parce qu'il veut essayer de battre un record mondial puis devenir un super humain. Puis prouver que qu'un Noir peut être plus aussi. Mais sauf que finalement, il réussit à gagner une médaille d'or, mais il bat pas le record qu'il a. Ça fait qu'il vit comme un semi-échec. Ça fait qu'il décide de devenir professeur puis donner à sa communauté. Et c'est là qu'on embarque justement sur les années 60-70, l'enfer de la drogue, les ghettos, les quartiers qui sont de la merde. Ça fait que tout ce qu'il peut vivre là-dedans. Puis lui, c'est un gars qui va vivre beaucoup de refoulement là-dedans par rapport à la ségrégation de la merde qui peut arriver, vu qu'il est noir, puis de la façon que toute la communauté va le voir. Donc, tu sais, c'est quelque chose qui fait beaucoup là-dessus. Mais en même temps, ça parle de l'avènement des super-héros dans l'univers de DC, donc Superman qui est arrivé. Superman, 6 pieds 3, 235 livres, les yeux bleus, blancs, costume bleu et rouge, couleur États-Unis. Tout le monde l'aime. Lui, c'est un petit noir dans son coin, tout le monde se calisse.
Puis même à un moment donné, il en parle, tu sais, qu'il découvre ses pouvoirs puis il décide de péter la gueule à des vendeurs de drogue de son quartier qui foutent vraiment à marge. Superman va le voir la semaine d'après, puis il fait comme tu comprends que t'es pas du bon bord de la loi. Puis lui, dans sa tête, en voyant Superman avant lui, il fait comme si mon petit Christ de privilège Ben blanc. oui, toi, là. tu fais pire que ça, puis t'es bon, puis t'es beau, puis Non, t'es mais tu fin. sais, c'est parce qu'il ramasse Superman là, sur son ego, puis Superman ne trouve pas super drôle. Tu sais, c'est parce qu'il monte le clash, puis c'est de voir l'évolution de son personnage, de la colère, de la frustration qu'il y a, parce que du côté de Metropolis, tout est beau. Batman peut faire la marde dans son coin. La Justice League se crée, tandis que dans son coin, il y a tous les ghettos des États-Unis que les autres sont payés dans la drogue, sont payés dans le crack, que le monde crève, ça se tire des balles dans la tête et tout le monde s'en sac. C'est incroyable. T'as-tu déjà vu la Justice League? Comme il dit à un moment donné, dans le paragraphe que j'ai envoyé Martin, il fait comme ouais, ils ont battu des extraterrestres, c'est arrivé d'un bord puis de l'autre, ils ont sauvé des dimensions, mais encore hier, il y a un flot dans ma rue qui a mangé une balle à l'arrière de la tête. Tu sais, c'est comme. Puis Superman vient pas. Ouais. Puis il y a une phrase là, qui m'a tellement marqué. Là. Il dit Batman, il met un costume le soir, il va battre des thugs, puis c'est le Dark Knight. Il dit moi, je fais la même affaire, puis je suis le Black Vigilant. Je suis un criminel noir. C'est Batman, c'est le chevalier noir. Moi, Et honnêtement, pour un gars qui n'avait jamais écrit de bande dessinée, j'ai lu son Dark Detective, le premier numéro. C'est super bien apporté. Encore une fois, là, c'est parce que là, ça se passe dans un futur de Gotham où tu es dans un police state. Mm-hmm. L'écriture de la BD, c'est merveilleux, autant que dans The Author History, de la façon qu'il a amené, puis l'écriture, sérieusement, c'est tellement fun à lire. C'est une bonne découverte, j'ai tellement le goût, là, je vais me poigner le TP, c'est surtout, là, c'est de voir comment ça part de la bande dessinée des années 70, à quel point ça pouvait être blanc. À une époque où on trouvait déjà que la BD était en train d'émanciper tout le monde, là. On disait que c'était quelque chose de très, 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 très... Puis tu vois, avec nos yeux d'aujourd'hui, on trouve que c'était encore pas assez. Mais c'est écrit de façon brillante, c'est le fun à lire. Honnêtement, au début, vers le milieu, je suis en train de dire hey, c'est tellement bien écrit, mais j'aurais aimé ça que ça soit comme écrit ailleurs, genre chez Image, pour apporter un autre point de vue. Parce que un moment donné, tu fais comme hey, c'est du bashing d'ici assez solidement. Tu fais comme Marvel n'a pas nécessairement fait de mieux, malgré le fait que des années 80, on était presque écœurés que Spider-Man pète la gueule à des vendeurs de crack, là, mais non, mais sauf que quand tu arrives à la fin, puis tu vois le déroulement du début jusqu'à la fin, tu fais comme c'est du génie, ce numéro-là. Hey, j'ai hâte de voir ça. Fait que quand ça va sortir en TP, c'est sûr, je vais le pogner. La manière qu'il traite sa famille là-dedans, le personnage, il y a ses combats à lui aussi, là, parce que dans le fond, sa femme l'appuie toujours, mais il ne dit pas la vérité. Puis son côté professeur, son côté super-héros, ça lui coûte beaucoup de choses. Puis il y a un passage comme super marquant où Batman vient le chercher pour une mission. Puis il dit comme, ouais, mais pourquoi tu as besoin de moi? Il dit, ben, il faut que j'aille en Afrique, puis t'es noir. Ouais, parce que il y a un noir qui s'est fait kidnapper, puis il veut que tu te fasses passer pour le frère du noir. Ben ouais, il dit, je te mentirai pas, c'est ta couleur de peau que j'ai besoin. Mais lui, il se rend compte, il dit, j'ai tellement aimé le côté no bullshit. Il me dit exactement pourquoi il fait ça. Puis finalement, c'est la création de Batman and the Outsiders. Il était avec Katana. Oui, il était là, lui, oui. Là, eux autres parlent de comment tous ces héros-là, qui ne sont pas des grands super-héros, mais il y a comme une fraternité qui est née là-dedans, puis là, lui, il a gagné le respect pour Batman à cause de ça. En tout cas, c'est vraiment cool. C'est bon, hein, c'est sûr. Ça apporte des affaires vraiment le fun. Je vous coupe parce qu'il nous reste peut-être une vingtaine de minutes, puis on n'a pas encore abordé notre gros sujet. On se parlera de King Kong peut-être un peu plus tard dans un autre podcast. De toute façon, ça s'en vient, ça, tranquillement, pas vite. On a vu la bande-annonce, peut-être rapidement. Moi, écoute, deux monstres qui se tapent sur la gueule, c'est génial. Là. Honnêtement, ça a l'air aussi beau graphiquement, visuellement que le précédent. Je m'attends à ce que les humains me tombent encore ses nerfs. Ah, mais ça, on s'en crisse. L'écoute même pas. Non, mais c'est parce qu'il y a eu des longs moments d'humains dans le deuxième. Oui, mais écoute, dans le premier, c'était pire, là. Oui, sauf que le premier, moi, dans ma tête, il n'existait pas. Mais, je peux pas croire que je vais voir ça sur ma TV. Ah, ça me brise le cœur en 28. Je voyais les images sur ma TV, parce qu'on l'a fait sur le Apple TV, là, puis mon gars capotait, puis j'étais comme, man, ça, là, c'est exactement la raison pour laquelle je veux aller au cinéma. Là. Ben oui, je veux être écrit, puis la tête vers le ciel, puis checker. Tu sais, voir King Kong 30 pieds de haut, je veux pas le voir 15 pouces de haut, je veux le voir 30 pieds de haut. Non, ça m'a fendu le cœur. Fait que j'ai espoir encore que les écrans soient ouverts au moment où ça va sortir. Là, parce que, honnêtement. Fin mars, c'est quand même 2 mois, à peu près tout est possible. On a des chances. On a des chances. Parce qu'honnêtement, je veux le voir. Puis, tu sais,
les humains prennent de moins en moins de place dans cette série de films-là. Là. J'espère qu'ils auront bien compris. Il y a un seul film dans cette série-là qui est bien réussi et qui, à mon avis, à moi, est presque un chef-d'œuvre. Là, c'est Kong Island. Là. Oui. Skull Island, c'était magique et magnifique. Là. Parce que le réalisateur qui a réalisé le film, il a fait fuck la logique, je veux du fun. Ah, puis c'était du gros fun. Là. Ça n'était que ça. Il y a des plans Oui, qui sont parce que- mémorables dans ce film-là. Là. Rien que pour vous dire, si vous voulez voir à quel point que le réalisateur se calissait de ce qu'il a fait dans ce film-là, allez voir c'est le Honest Trailer de Kong Island. Le réalisateur prend le dessus de The Voice pour blaster lui-même son propre film. Ouais, Et c'était drôle. il détruit son film de façon flagrante. Rien qu'au début, là, que les hélicoptères décollent du bateau, là, il y en a trop pour la grosseur du bateau. Puis même lui, il rit de ça, puis il était conscient. Et c'est de voir le réalisateur détruire son propre film pour expliquer qu'il voulait rien qu'avoir du fun. Là. C'est que si jamais si vous crachez sur le film, vous faites quoi? Ça n'a pas de sens. Allez voir le réalisateur débâtir son film, vous allez comprendre. Oh, il savait que ça n'avait pas de sens, puis c'était bien fait de même. Puis honnêtement, là, moi, j'ai eu du fun quand j'ai vu ce film-là. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de fun. Et là, j'ai hâte de le voir se pogner contre Godzilla. Puis déjà, avec mon gars, on trippe. Oublie pas qu'on a vu Mechagodzilla dans les 5 premières secondes. Oui. J'ai hâte de voir. Mais bon, ça s'en vient, puis on espère, on se croise les doigts, que le film puisse sortir sur grand écran. J'en ai J'espère que Mega Godzilla va se faire. Ben, en fait, qu'il va ramasser les deux, puis finalement, c'est Gamera qui va arriver pour sauver non, ça. moi, je accompagné veux. de Mothra. Non, moi, Non, je veux. on veut tout le combat de King Kong puis de Godzilla, puis qu'à un moment donné, il y en a un qui va faire Mothra, puis là, on va regarder Mothra, puis là, ils vont devenir des Ils vont devenir des amis. Moi aussi, je l'aime, Mothra. Morta, Moi aussi, Morta, je l'aime, Mothra. Mortra. Mothra. What did you say? Mortra. Mais ce que j'ai l'air d'être fucké, là, c'est parce qu'il a l'air à parler vraiment du passé des monstres, puis qu'il y a déjà eu une guerre semblable, puis Oui. que, tu sais, les Kong. Chris, Kong, il y a quand même des artefacts magiques pour botter Godzilla. Il y a une hache magique, le calice. Oui, oui. Mais ça a Ils l'air vont, du génie. ils vont loin dans le shit, là, parce que King Kong, il a une hache magique. Là, ok? Ah, c'est du génie. Mais moi, j'espère qu'on va faire comme à l'époque, c'était quoi? C'était Freddy contre Jason. Dépendamment du cinéma où t'étais, la fin n'était pas pareille. Là. Ah ouais? Oh, t'avais une fin où c'était Jason qui gagnait, puis t'avais une fin où c'était Freddy qui gagnait. Fait que moi, ça serait le fun que, tu sais, genre, peu importe où le cinéma que t'es, là, c'est pas le même qui gagne. Ça serait le fun. Moi, je suis Team King Kong en passant. Là. Moi aussi, je veux qu'il fasse un dropkick. Ah, moi, je veux qu'il pète la gueule à Godzilla. Pas que je l'haïs Godzilla, mais je trouve. Si Moi, tu me fais j'aimerais choisir. ça. Puis qu'au final, Godzilla ressorte puis qu'il fasse brûler la Queen de King Kong. C'est Ah, Godzilla qui- pas petit King Kong, pas petit King Kong. Et on y va avec le gros sujet. La première série de Marvel sur Disney+. C'était le temps qu'il y ait quelque chose d'autre que le Mandalorian sur Disney+. WandaVision, c'était dans les séries qui ont été annoncées. La deuxième qui m'intéressait le moins après Falcon. Moi, Falcon, je vais l'écouter pareil parce que je vais lui donner une chance. Là, mais j'ai zéro intérêt pour cette série-là. Moi, c'était Loki que je voulais voir, là, que j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. WandaVision, depuis le début, j'ai le feeling que c'est House of M. Fait que là, je me disais comment ça va être présenté. Finalement, c'est sorti. On est rendu au 4e épisode. Devrait-on parler avant de parler de l'histoire du format, les gars? Parce que je pense que c'est ce qui cause le plus de problèmes avec la série. Ben, WandaVision, ça va être un 9 émissions. C'est ça que tu m'avais dit. 9. J'ai écouté les 4 épisodes en rafale hier soir. Honnêtement, avant d'arriver au 4e épisode qu'on va parler tantôt, là, puis avoir un petit peu de ce qui s'en allait, sérieusement, les 2 premiers épisodes, là, pourquoi qu'il y en a eu 2? Hein? Je vais être le seul qui va défendre ça, là, mais moi, j'ai vraiment apprécié les 2 premiers épisodes. Le problème que j'ai, c'est justement l'attente qu'on a mis entre les 3 épisodes, là, où ce que là, les gens ils ont sûrement perdu du monde, là. Mais moi, tu sais, j'aimais beaucoup. J'étais un fan des Ma sorcière bien-aimée, L'île de Gilligan, Jenny, I Love Lucy. Tu sais, toutes ces vieilles séries américaines-là, je les écoutais quand j'étais jeune. Fouille-moi pourquoi. Là. Ça passait à Canal Famille dans le temps. Il avait comme décidé, vu que c'était en syndication puis que ça coûtait pas grand-chose, il est passé en rafale. Puis écoute, j'ai dû m'y taper genre une 20aine de fois chaque. Là. Puis c'était des séries que j'appréciais beaucoup, puis mon père aimait ça aussi, fait qu'on écoutait ça ensemble. Fait que quand j'ai écouté les 2 premiers épisodes de WandaVision, moi, j'étais pas en mode WandaVision, j'étais en mode « Ah, cool, comment ça serait filmé aujourd'hui si on ferait ce genre d'épisode-là? » Puis je m'amusais à regarder les changements qu'ils ont eu dans le temps avec les sitcoms, puis comment ça s'est fait. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Puis les seuls moments où je revenais dans WandaVision, c'est quand il y avait les petits éléments
qui sont expliqués dans le 4e épisode là, de weirdness, là, où on se rendait compte qu'il y avait de quoi qui marchait pas. Là, l'hélicoptère, quand au souper, à m'amener, ça buzz, quand il y a une espèce d'apiculteur qui sort de l'égout. Quand il y avait ces moments-là, ça me rappelait que, ah oui, c'est vrai, j'écoute WandaVision. Mais j'étais vraiment concentré à regarder ce qu'il avait fait avec les 2 sitcoms, puis surtout la performance d'Elizabeth Olsen puis Paul Bettany. J'étais comme... C'est peut-être je sais pas si... Tu sais, des fois, tu es dans une bonne disposition pour écouter quelque chose, puis c'était probablement mon cas, là. Parce que je vous écoute, puis j'écoute vos arguments, puis je suis pas capable de vous dire que vous avez tort. Mais... Ouais, tu l'as dit en entrée de jeu, c'était quoi ton problème? C'est que tu n'as pas écouté WandaVision. Ben, c'est ça. J'ai eu du fun à écouter les 2 épisodes pour ce qui était. Parce que le 2e épisode, moi, comme je disais, la performance de Paul Bettany qui a fait son robot à cause qu'il y a de gomme poignée dans son engrenage, c'est absolument mauvais comme idée, c'était ridicule, mais la performance de Paul Bettany en tant qu'humour, c'était génial, mais ça ne servait à rien, puis ça ne portait à rien. Là. Puis, tu sais, j'écoutais ça, puis je me disais, tu sais, à chaque fois qu'on avait des petits moments weird, je me disais, puis je l'écoutais avec ma blonde adore la série, puis je disais tout le temps, tu sais, Wanda, c'est une crise de folle, là, puis ils l'ont tellement raté, ce personnage-là, dans le MCU, ils l'ont tellement amené pour l'amener, puis là, c'est la première fois qu'on nous la présente pour ce qu'elle est, là. Elle est folle en tabarnak, là. Elle est folle, puis elle est forte en crise. Fait que ça donne un hostie de mauvais cocktail, là. Jean-Nic, vas-y là un peu. Ça a la qualité de ses défauts. Moi, je suis exactement le contraire de toi, Martin. Moi aussi, je les ai écoutés, les reruns de Ma sorcière bien-aimée, puis Denis la menace. Puis, tu sais, je veux dire, c'est clair, le choix qu'ils ont pris, c'est un choix esthétique. Puis j'ai hâte de voir si ça va être un choix scénaristique éventuellement. Mais tu sais, on décolle, puis le show, c'est comme une parodie de show des années 50 dans le premier épisode, années 60, deuxième épisode, années 70, on est dans les Three's Company, genre, puis la Brady Bunch des années 70 dans le troisième. Genre, c'est vraiment... Il y a un amour pour ces séries-là là, qui dégoûte. En fait, qui dégouline dans la série. Si vous aimez ça, vous allez triper. Moi, c'est ça le problème. Tu sais, Ma sorcière bien-aimée, je les écoutais à Canal Famille quand j'étais jeune, mais j'aimais pas ça. Qu'est-ce que tu faisais? Déjà, ça me gossait. Je suis capable de reconnaître que c'est des très bons épisodes qui ont compris ce qui était drôle, mais je trouve pas que ça alimente le show. Je trouve que c'est... En ce moment, c'est rien qu'ils ont fait un choix, ils ont fait « Hey, on va rendre hommage à ça, puis on va écrire des épisodes, puis on va tisser notre trame narrative comme... » Tu sais, t'écoutes ça, là, puis t'as l'impression d'avoir écouté un épisode de Ma sorcière bien-aimée. Sauf qu'il y a un petit 5 minutes, là, il y a quelque chose de uncanny, d'un peu bizarre. Puis, tu sais, il y a du monde qui ont de l'air à dire, genre, le monde qui n'aime pas ça, c'est parce qu'ils n'ont pas compris que Marvel sont comme next level, puis il y a quelque chose de plus gros. On le sait, Chris, qu'il y a quelque chose de plus gros, là. Tu sais, je veux dire, c'est écrit dans le ciel, là. Un singe serait capable de comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche là-dedans, puis c'est soit Wanda qui a décidé de créer ça, soit est manipulé par le Hydra qui a créé cette bulle-là. Je veux dire, c'est pas... Moi, le problème, c'est que ce choix-là d'une parodie des années 50, parodie des années 60, ça fonctionne, c'est drôle, mais ça apporte rien présentement à la série. Mais c'est parce que ce qui est con en plus, parce que tu sais, Martin il parlait des petits twitch qu'on a, c'est parce qu'ils ont même encore poussé leur look encore plus loin. Ouais. Tu sais, c'est parce qu'il faut vraiment checker tous les détails. Je voyais nommer un des détails qui est assez flagrant, puis que c'est pas tout le monde qui le remarque. Je pense c'est quoi? C'est au début du 2e épisode qu'elle sort dehors puis qu'elle se rend compte que sa maison est rendue à 2 étages. Oui. Tu sais, il y a plein de petits détails de même qui montrent que sa vision de sa vie se modifie avec son besoin à elle. C'est même pendant le souper dans le premier épisode où il y a quelqu'un qui fait comme, par une question, faire douter de sa réalité. Le gars, es-tu là? Elle l'étouffe, là. Ça prend du temps avant qu'elle le ramène à la vie. Puis, tu sais, il y a surtout ce détail. Oui, l'esthétique était là, mais le gros problème, c'est avec l'épisode qui est à la semaine. C'est que la première semaine, il y a eu 2 épisodes. Oui. Puis, sérieusement, ça aurait dû être juste un épisode. Parce que tu arrives la semaine d'après, puis là, on tombe sur le 3e épisode où elle tombe enceinte de ses jumeaux, qui est un élément qui était très important dans Silver Age des Avengers, puis qui ont mené à Avengers Disassemble, qu'on va parler tantôt. L'épisode de son accouchement, oui, c'est un élément qui est important au niveau de sa crise existentielle puis de sa folie. Sauf que ça vient tellement jurer avec les 2 premiers parce que, tu sais, il y a eu l'évolution du sépia à aller vers la couleur, puis ce changement de décennie, où ce que là, elle a décidé qu'elle avait besoin des enfants, sauf que pendant tout ce que ça se passe, on a 3 épisodes où ce qu'on sait qu'elle est dans son univers virtuel, qu'on commence à nous montrer de plus en plus de hints
qu'il y a du monde là-dedans qui sont au courant. Parce qu'à partir de la 3e épisode, on voit que Monica Rambeau s'est pointée là-dedans. Pour les gens qui n'avaient pas lu de nouvelles dans la dernière année, puis ils n'avaient pas allumé que c'est Monica Rambeau qui était dans le 3e épisode, vous allez allumer au 4e épisode. C'est que pourquoi c'est si long que ça? Puis pourquoi, d'une certaine façon, vu qu'on le sait déjà, il n'a pas mélangé les éléments du soir du 4e épisode à travers les épisodes? Non, plutôt que de faire un... Parce que dans le fond, le problème du 4e épisode, c'est que on prend le temps de nous expliquer ce qu'on avait deviné, dans le fond. Puis on nous le met en image. Les glitches qu'il y a eu dans les 3 premiers épisodes, ils nous les montrent à travers le 4e épisode. Ça fait que pourquoi ils n'ont pas fait ça de façon conjointe ou tout simplement, la première semaine, là, les 2 premiers épisodes, ça aurait pu être un épisode en noir et blanc, l'accouchement, puis la semaine d'après, ils nous présentent le soir. Moi, honnêtement, le gros problème que j'ai des 4 épisodes qu'on a là, c'est que c'est 2 épisodes de 1 heure que ça aurait pris. Ça, un peu ce que tu viens de dire, dans le fond. Même peut-être un peu plus compacté. Parce qu'effectivement, à la semaine comme ça, tu as peut-être perdu du monde. Mais le 4e épisode... Deuxième semaine, là, ça aurait pris l'univers réel qu'on a eu dans le 4e épisode d'hier pour rattraper le monde. Parce que sinon... Mais le 4e épisode, là, moi, en tout cas, c'est peut-être moi qui étais fatigué quand je l'ai écouté hier soir avec ma conjointe. Mais moi, j'ai vraiment eu du fun. J'ai fait comme, wow, la façon qu'ils ont raccordé tout, là. Ouais, l'épisode où, pour sauver de l'argent, on va chercher tous les has-beens de nos films précédents. On a remis tout le monde qu'on a vu dans les autres films. Puis, je trouve ça drôle, le monde font comme, c'est tellement hot Marvel, tu sais. Même dans une série télé, ils repluguent tous les personnages des autres films. OK, tu sais, la fille de Thor, puis il était quoi, lui? Le FBI dans Ant and the Wasp. Dans Ant-Man, c'est le gars qui voulait devenir Chuck. Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire... Vous aviez-tu pas remarqué que les 2 personnages principaux, c'était des Avengers? Oui. C'est pas une série télé, là. Ouais, mais attends, time out, là. T'as peu, là. Tu sais, je veux dire, vous êtes quand même ceux qui trippent sur le Arrowverse, qui est probablement les séries télé les plus cheap au monde, là. Où il y a 24 épisodes, puis il n'y a jamais rien qui avance, puis il y a des affaires d'ado puis de pré-ado. Là, au moins, je m'excuse, mais on a une série qui est pas mal plus proche de ce qui se fait au cinéma, puis qui est pas mal plus intéressante de mon point de vue. Tu sais, je veux dire, le Arrowverse, là, c'est correct, c'est cool, il y a des bonnes idées, des bonnes affaires, mais c'est toujours en marge, puis c'est toujours cheap, là. Tu sais, là, au moins, t'as quoi de... Mon jupon dépasse, c'est vrai. Peux-tu comparer des pommes avec des pommes? C'est des séries de super-héros d'un bord puis de l'autre. Ah oui, il y en a une qui est multimilliardaire, puis l'autre n'a même pas 10 000$ pour payer son appartement à fin du mois, Chris. C'est son problème! Ouais. Non, mais n'empêche que, tu sais, pour une fois, moi, j'ai eu l'impression qu'on avait quelque chose qui, tu sais... Je sais pas, moi, j'aime pas tant les séries à la Agent of S.H.I.E.L.D. pis ces affaires-là. Je trippe moins, j'ai un peu plus de difficulté avec ça. Même encore, le 4e épisode, là, la fille de Thor qui est arrivée, elle est arrivée avec son détecteur de fantômes à la Ghostbuster, elle a branché une TV cathodique, puis elle était capable d'écouter l'émission de Wanda. Mais ça, c'est la magie, ça. Oui, j'appelle plus ça de la magie, c'est cheap par-dessus cheap. C'est la science de Marvel, ça a toujours été ça. Là. Oui, Iron Man. C'est l'astrophysicien qui arrive avec sa vieille les amis, c'est quand même moins pire qu'Iron Man qui craque le voyage dans le temps en une demi-scène. Là. Non, mais tu sais, je veux dire... Puis, parlant de ça, d'Iron Man, c'est que Chris, dans WandaVision, le blip est rendu un événement tragique qui a traumatisé du monde. Moi, j'ai vu Far From Home, puis pareil, j'ai vu les étudiants parler, il paraît que c'était drôle en Chris, que le monde soit revenu, puis le lendemain matin, le monde tournait en rond comme ça, rien n'était. J'ai tellement pensé à toi. Là. 3 jours après, dans Far From Home, le monde faisait des voyages d'étudiants, Chris. J'ai tellement pensé à toi. J'ai pensé à toi parce que je me suis dit... Il n'y a même pas de crash économique, il n'y a même pas de suicide, tout est heureux aussi dans Far From Home, mais dans WandaVision, le monde paniquait. Je me suis dit, check bien ça. 2 univers parallèles. Ils ont corrigé une affaire qu'Alan n'aime pas, il va être fâché pareil. Mais par exemple, t'as-tu remarqué là, que Monica Rambeau est réapparue dans la même chaise qui avait disparu 5 ans avant? Ça veut dire que tous ceux qui étaient en avion sont réapparus dans le même siège, mais dans le ciel. Fait qu'ils sont morts. Mais sauf que sa chaise-là, Chris, ils l'ont pas bougé en 5 ans. Ça a l'air qu'elle n'a pas bougé. Bon, je te dirais que dans l'appart à mon père, il n'y a pas grand-chose qui a bougé en 5 ans. Fait que si t'étais là au moment du clic, on a vu que le monde réapparaissait à la même place, puis il y a du monde qui se rentrait dedans. Sauf que, ça veut dire que si tu occupes le même endroit que quelqu'un réapparaît, il réapparaît-tu dans un mur que tu as bâti dans ton salon? Ça, là, c'est un bordel, ça. De toute façon, le blip encore quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis, Non, c'est un bordel. Monica Rambeau, ils l'ont approché vite, puis honnêtement, tu sais, pensiez qu'à tes parents qui écoutent les films de Marvel depuis 10 ans, là.
Je suis pas sûr qu'ils vont saisir c'est qui. Que c'est la petite fille dans Captain Marvel. Je suis pas sûr, Ah, il a fallu que je le ouais. dise à ma blonde. Là. Tu sais, ma blonde a fait oh, ouais. Ok, ouais, c'est ça. Tu sais. Mais j'ai hâte de voir où est-ce que ça s'en va. En tout cas, il y avait beaucoup de théories sur les internets que c'était pas Wanda qui était à la base de ça, qu'elle avait peut-être été contrôlée par d'autres méchants. On a parlé de Mephisto, entre autres. Moi, je connais pas trop l'univers Ah, Marvel. Mephisto, c'est une chose parce que quelqu'un est sorti, il y avait des abeilles alentour, mais c'est pas seulement elle qui a causé ça alentour Ouais, du gars, parce moi, qu'on a vu dans le c'est 4e ça. épisode que c'est un gars qui a traversé là. Mais non, oublie Mephisto, puis tu sais, le monde qui parle de House of M, là, regarde, tantôt j'ai parlé d'Avengers Disassemble. Quand on prend Avengers Disassemble, t'avais le monsieur Jack of All Trades qui s'est présenté à Avenger Mansion. T'avais Ant-Man qui était là, qui est joué par Paul Rudd, qui a fait Hey, salut, t'étais pas mort, toi. Le gars, il a explosé, il a fait péter la moitié du manoir. Ant-Man est mort là. Là, les Avengers ont fait Qu'est-ce qui se passe? Tu as 3 vaisseaux Kree qui sont arrivés avec des Skrulls aussi qui ont commencé à fasser ces Avengers. Tu as She-Hulk qui est arrivé en mode Berserk qui a failli tuer Captain America. Jusqu'au temps que Magneto arrive puis il fait comme Je suis venu ramasser ma fille, je pense qu'elle file pas. Parce que Wanda avait allumé qu'avoir des enfants avec un robot, c'est impossible. C'est que ces 2 enfants, ils ont popé d'en face parce qu'ils n'ont jamais existé. Elle a eu une dépression. Elle a failli tuer tous les Avengers au grand complet. Magneto l'a emmené chez eux dans sa forteresse, puis il a dit Tu vas être correct, on va s'en sortir. Puis elle a fait OK. Puis elle a donné le monde parfait à son père, donc il a créé House of M, où c'est un univers où les mutants régnaient sur Terre et à peu près tous les mutants avaient ce qu'ils voulaient. OK, c'est ça, House of M. OK. Quel lien que ça peut avoir avec cet univers-là? Hein? Ben, dans le sens, je pense que ce qu'on veut dire par c'est un peu House of M, c'est que ce qu'on comprend, c'est qu'elle s'est enfermée dans une micro-bulle, dans un univers qu'elle a elle-même contrôlé pour se sauver d'une dépression. Je vais te l'expliquer, c'est sûr, la série s'en va sur 2 chemins. Puis ça, là, je mets ma main au feu, puis je l'ai déjà dit, là, genre 3 mois là, sur ce podcast-là. Mais je vous reviens avec ça. En ce moment, Wanda, pour une raison qu'on ne comprend pas, soit elle a découvert quelque chose, soit elle est manipulée. Elle s'est créée un univers dans lequel c'est parfait. Puis elle le répète là, dans chacun des épisodes, I want to fit in. I want to fit in. Le personnage, c'est un russe à la base, son frère est mort, ce qu'elle veut, c'est fitter. Je dirais pas avec ce que j'aime pas tout de suite. Hein. Ce qui va arriver, là, ils vont découvrir qu'elle s'est créée cette bulle-là, elle s'est créée ce monde-là, elle a ses enfants, elle va les perdre, ils vont disparaître comme dans Annihilation que j'ai pas lu ou House of M. Elle va péter une coche, puis elle va devenir la méchante pour la prochaine phase où ça va se régler, mais elle va ouvrir la porte à ce qui va devenir les prochains problèmes dans le MCU. Mais c'est Doctor Strange. C'est Doctor Strange de Multiverse of Madness. Ce qui va arriver dans les prochains épisodes, je ne sais pas si ça va être causé par quoi, là, mais ils vont réussir à comme rentrer dans la ville, à briller. Parce que c'est simple, là, à la fin du 2e épisode, on le voit, le gars sort du trou d'égout, là, le gars qu'ils ont envoyé, elle le check, puis Vision le regarde, puis il fait comme c'est qui, puis Wanda a dit non. Elle revient dans le temps, elle le ramène dans la maison. Fait que, tu sais, ça nous indique clairement que le personnage c'est elle qui est au contrôle. Semi-consciente, c'est elle qui contrôle. Là, ils nous l'ont rappelé, ils nous ont mis une scène. Ben, elle a sorti Monica, elle l'a sorti Monica, de son... elle la sort dehors. Fait par contre, il y a des pubs à travers la série, puis genre, il y a comme une montre avec le logo de Hydra. Fait que, tu sais, ils veulent nous montrer qu'il y a quelque chose de sombre. Fait qu'elle est peut-être contrôlée. Ça, c'est pas encore clair. Mais une chose est sûre, là, la finale de cette série-là, ça s'en va sur Wanda est contrôlée ou non. Elle va péter toute qu'une coche parce que les 2 enfants vont disparaître. Les amis qu'elle s'est faits dans cet univers-là vont disparaître. Elle ne fitera plus. Elle va se faire rappeler que son frère est mort, tué par Ultron. Elle va devoir dealer avec le monde réel, avec Thanos. Est-ce que ça peut être la porte d'entrée des mutants puis de tout ce qu'ils ont acquis chez 20F? Moi, peut-être. Parce que, de un, déjà qu'ils ont tweaké ses pouvoirs pour la 4e fois, et puis elle est apparue dans 3 films, là, c'est assez particulier, ça. Ils n'ont jamais fait un très, très, très gros statut, parce que même derrière Avengers, à part fait de la télékinésie, elle ne faisait pas grand-chose. Ils n'en ont jamais fait quelque chose. On a toujours passé à côté du personnage. Puis c'est dommage, parce que c'est un beau personnage. C'est ça qui arrive, parce qu'ils en ont tellement rien fait une machine de télékinésie, parce que même quand elle s'est pointée dans Endgame, là, elle faisait rien tasser des gros objets au bout de ses bras. Elle n'a jamais altéré la réalité. Puis pourtant, si
avais toutes tes chances. Elle aurait pu pogner une armée de Thanos qui avançait vers elle puis il transformait en papillon. Ça aurait montré qu'elle avait un pouvoir d'altération, puis ça aurait été plus cohérent avec le fait qu'elle s'est créé un univers. Si elle est capable de transformer un extraterrestre en papillon, ça se peut qu'elle est capable de se créer une ville. Mais je pense que, Jean-Nic, vous avez tous les deux des bons éléments, puis je pense que ça va finir avec Doctor Strange. Je pense qu'il va être là. Je pense qu'il est une clé pour chapeauter Wanda. Doctor Strange, le tournage a commencé il n'y a pas longtemps, je ne me trompe pas. Oui, puis je pense que lui, il va chapeauter. Ils ont commencé à parler qu'à partir du 4e épisode qui vient de faire là, ça se peut qu'on ait un post-credit scene éventuel. J'ai l'impression que oui, il y a des fortes chances qu'il y ait une séquence de Doctor Strange qui a été tournée en post-credit. On se le cachera pas, là, c'est pas le prochain film de Marvel. C'est pas Black Widow qui va mettre les fondations de ce qui va se passer dans. Moi, je suis convaincu que c'est cette série-là. Ils le font un petit peu maladroitement, mais ça va être la porte d'entrée. Black Widow, qu'est-ce qu'il va apporter? C'est possiblement le lien d'Hydra. Ah, peut-être. Ça aurait du sens. Mais moi, je suis sûr, là, cette série-là, parce que pensez-y, là, ce qu'on a vu de l'univers de Marvel dans les 15 dernières années, là, ça s'est conclu par un gros extraterrestre qui a ramassé des pierres avec lesquelles tu peux voyager dans le temps, tu peux altérer la réalité. Ça a été un combat épique. Ils sont revenus dans le temps et ils l'ont pété. Hey, t'as peur, là. On fait quoi next step? Il faut que ce soit quelque chose de gros. Fait que cette série-là commence. Puis, tu sais, je pense que c'est pour ça qu'ils vont comme Loki. Ils vont arriver. La fin, tu sais, Wanda va genre séparer l'univers. Ça va être gros. Là. Je te confirme que quand on va voir Black Widow, qui ça fait un bout de temps que tu es supposé sortir, là, ça se peut que tu comprennes les pubs qu'il y a dans la série. Ah, c'est peut-être possible que le lien soit Pour moi, j'ai l'impression que les pubs doivent avoir des liens peut-être. Mais ça n'empêche pas, Jean-Nic, d'avoir peut-être raison, parce que l'un des problèmes de la 4e phase, puis c'est parce qu'on n'est pas en arrière de ceux qui sont en train de la bâtir, là, je peux pas croire qu'ils font ça sur un coin de table, là, mais c'est qu'on ne voyait pas encore de next threat. T'sais, on ne voyait pas encore qu'est-ce qu'il y a à raconter une fois que ça s'est passé. Et tous les films après Endgame, personne s'est établi une trame. Tu sais, je veux dire, Far From Home, là, ça n'a rien fait. Là. Et la présentation de SWORD, j'ai trouvé rapide et un petit peu maladroite parce qu'il ne faut pas oublier que SWORD, dans l'univers de Marvel, c'est eux qui étaient la police de l'espace. Exact. Puis en l'espace, je pense qu'ils ont placé 3 mots qui étaient sur la police de l'espace, puis tu as vu qu'il y avait une branche spatiale. C'est possiblement que quand on a vu Nick Fury à la fin de Spider-Man Far From Home dans l'espace, c'était possiblement un ship de SWORD qui était là. Mais ça, c'est Captain Marvel qui a mal fait sa job. T'sais, il aurait dû normalement y avoir de quoi qui prend beaucoup de place. T'sais, la formation de SWORD aurait dû être dans la trame de Captain Marvel, c'est pas le cas. Elle aurait dû être dans Captain Marvel 2, qui aurait dû sortir bien avant ça, mais j'ai l'impression que le problème, Brie Larson, a peut-être retardé un peu ça, parce qu'il ne faut pas oublier que Miss Monica Rambeau, qu'on a vue dans la bande dessinée, est la deuxième Miss Marvel pendant un bout de temps, puis j'ai l'impression qu'elle va prendre la place, parce qu'ils doivent se débarrasser de Brie Larson à cause... tu sais, je ne suis pas dans sa vie privée, je me fous de ce que les studios peuvent faire, sauf qu'elle semble être une personne toxique, puis il y a beaucoup de monde qui ont de l'air à vouloir s'en éloigner tranquillement. Il y a beaucoup de monde qui ont de la misère à travailler avec. On dirait qu'ils veulent retconner des choses un peu aussi, parce que, tu sais, moi, je lis pas de Marvel Sword, j'apprends c'est quoi ça, tu sais, dans ma tête, là, c'est-tu Hydra, c'est-tu Shield? Je sais pas si c'est faux, tu sais très bien c'est quoi. Ça a été introduit dans Astonishing X-Men, c'était la police de l'espace, la fille avec les cheveux verts. Mais c'est pas Captain Marvel qui est avec ça dans Astonishing X-Men? Ben oui, tu sais, quand ils vont chercher un Colossus dans l'espace, c'est SWORD qu'ils emmènent là-bas. OK, ouais. Mais OK, mettons pour quelqu'un qui a rien vu les films, c'est quoi SWORD? Parce que, tu sais, moi, je me Non, mais moi, je parlais que tu connaissais pas ça, mais t'as lu Josh Whedon, t'as déjà lu du SWORD. Wouhou! Josh Whedon, j'ai lu genre un numéro. T'as pas lu Astonishing X-Men de Josh Whedon? J'ai lu genre 2 numéros. T'as manqué de quoi? C'était bon. C'est sûr que t'avais passé au travers vu que c'était Josh Whedon. Mais c'était bon. Mais c'est pour ça que je vous dis, mais si on fait abstraction de la BD, dans l'univers des films, tu sais, parce que moi, je regarde ça, là, il nous apporte SWORD. OK, ça semble être genre une agence supra-gouvernementale. Et là, j'étais là, c'est-tu bon, c'est-tu mauvais? OK, ça semble être des bons qui gèrent ça. J'étais là, pourquoi c'est SWORD puis c'est pas SHIELD? Il me semble que, genre, dans la série, ce qu'ils sont en train de faire, là, je verrais SHIELD être autour de ça. Qu'est-ce que j'ai raté dans les films dans l'univers de Marvel? Surtout que tu as de l'air à voir que Monica Rambeau a passé à peu près toute sa vie dans le SWORD. Ça fait que c'est une organisation qui était conjointe avec SHIELD, mais qu'on n'a jamais entendu parler. C'est ça. Il était là tout le long de la run jusqu'à Thanos. Il était là. C'est ce que je comprends. Ce qui aurait pu faire plus de logique, c'est quand SHIELD s'effronte dans Winter Soldier, que SWORD prenne la place ou que soit plus gros un peu. Mais ça, on l'a pas vu. Là. Rien nous... On n'a pas... C'est deal with it. SWORD est là. Deal with it.
Tu sais, fait que c'est un peu Et spécial. surtout, il nous le Faut présente comprendre, très c'est vite. c'est Ça a tellement l'organisation été qui peut présenté remplacer le vite. film. Là, non, au niveau de la présentation de Sword, il manque, Il manque un bout. il y a un gros trou. Là. Manque un bout. Mais j'ai hâte de voir où est-ce que ça nous amène. Mais moi, j'haïs pas l'idée, puis je la retiens de Jean-Nic, là, de faire de Wanda le prochain méchant. J'haïs pas ça, même si ça a déjà été semi-confirmé qu'elle était avec Doctor Strange dans son film comme compagnon. Mais j'haïrais pas ça, moi, Ouais. d'en faire le gros méchant, le gros threat de cette 4e phase-là. Ben, en fait, c'est ça, elle va le créer, mais peut-être qu'elle va redevenir bonne à la fin de la série. Il va arriver des choses, mais elle va créer le problème. J'ai l'impression peut-être que si elle continue à être manipulée, elle va être peut-être le bras droit du méchant. Ouais, c'est ça. Là. En tout cas, elle va créer, je suis d'accord avec Jean-Nic, elle va créer le problème. Oui, on a trouvé. C'est ça, on a trouvé où est-ce qu'on s'en va, puis c'est. Ça va s'ouvrir la porte de toutes les rumeurs qu'on a avec Spider-Man aussi. Peut-être, là. mais c'est pas anodin que ça se passe dans leur première série qui est sur Disney+, WandaVision. Tu sais, c'est pas fait. Tu sais, je suis un peu content, en fait, de savoir que ça va avoir une importance, parce que quand ils l'ont annoncé, je m'attendais vraiment à quelque chose de secondaire, là, qui était plus ou moins nécessaire. Puis rappelle-toi, Alan, on avait eu la conversation que ces séries-là allaient être nécessaires pour faire la phase 4. Là. Ah, c'est indéniable. Là. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Disney pour avoir des abonnés, ils n'ont pas le choix. C'est des raisons marketing que je pense que HBO Max ont réussi à prouver que ça fonctionnait parce que même avec Wonder Woman 84, qu'on riait de leur façon de marketing, oui, le film n'a pas fait une scène au cinéma, il n'a pas fait une scène en location un peu partout dans le monde, sauf qu'aux États-Unis, ils ont quand même doublé leur nombre d'abonnements. Ouais, ce qui est quand même le nerf de la guerre. Hey, messieurs, on a fait le tour. Pas de poison cette semaine? Ah, ben oui, c'est vrai. Hey, je finis ça avec... Alan, une chance que tu es là. Et je vais commencer parce que le mien va être très rapide, OK? En fait, moi, je vous invite à lire de vieux trade paperback de DC. Et j'ai mis la main sur le Superman Man of Steel de John Byrne. J'avais déjà les 2 TP chez nous, mais j'ai décidé de caler les gros hardcovers qui sont en 3 volumes. Là. Il y en a un qui est sorti cette semaine, puis il y en a un autre qui sort au mois de juin. Le premier était sorti à l'automne passé. Puis j'ai tellement eu du plaisir à retomber là-dedans, là, du vieux Superman des années 80. Et le plaisir que j'ai eu, là, Alan, te souviens-tu quand on a jasé du Superman de Bendis, on disait, ce qu'on trouvait cool, c'était que, tu sais, il y avait une conversation, il allait sauver un chat, il revenait, il y avait une conversation, là, il allait faire autre chose, là, il revenait. Tu sais, il y avait un petit côté terre à terre à Superman qu'on avait perdu avec le temps. Mais ce côté-là, c'est John Byrne. C'était ça, le Superman de John Byrne. C'était le Clark Kent qui travaillait le jour, qui allait faire un reportage avec Lois Lane, puis là, il y avait quelque chose qui se passait, il allait se changer dans la cabine téléphonique, puis il allait se battre. Lex Luthor, qui était l'espèce de gros homme d'affaires criminel, qui cherchait toujours un moyen de faire... Tu sais, il y a une simplicité à cette écriture-là, et à ce TP-là, et à ce personnage-là, à ce moment précis-là de l'histoire de DC, qui est du bonbon. Moi, là, c'est le Golden Age de Superman pour moi. Tu sais, c'est une histoire qui se tient, c'est une trame narrative qui est continuelle, c'est l'introduction de plein de concepts, de plein de personnages. Darkseid, Batman est là-dedans, tous les métallos. Puis c'est vraiment le fun. Puis c'est des beaux volumes. Honnêtement, les volumes sont vraiment beaux. Ils sont pas très chers. Puis là, ça m'a donné le goût de me pogner Wonder Woman de George Perez. Puis avec mon Batman Year One, ben, je commence à avoir pas mal tout quand ça a redécollé après le Crisis. Puis c'était une belle période. Fait que je me suis gâté et j'ai eu beaucoup de plaisir à lire le Superman de John Byrne. Alors voilà pour mon poison. Si vous avez l'occasion de mettre la main là-dessus, ça vaut la peine. Messieurs, je sais pas qui veut commencer. Je vais y aller. Oui. Moi, ça va être très simple. Moi, c'est assez cave. Dans le temps des fêtes, je m'étais ramassé pour le plaisir de jouer à un jeu de combat, Mortal Kombat 11 sur ma Xbox. Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué à un jeu de Mortal Kombat. Je suis pourri dans les types de contrôle des jeux Warner de Mortal Kombat. Même dans Injustice, le jeu de DC, j'étais pourri. Mais j'ai décidé de m'asseoir puis de faire le mode histoire. Et honnêtement, j'ai eu de la misère à arrêter de jouer. Vu que j'étais pas bon, il a fallu que je mette le jeu à very easy pour passer les combats parce que les combats ne m'intéressaient pas. Mais honnêtement, entre chaque combat, les cinématiques sont tellement longues qu'il faut que tu touches ta manette parce que le screensaver embarque sur ta console. L'écran, c'est de aussi pas se faire. Sérieusement, des fois, il y a de 10 à 15 minutes d'animation et d'histoire entre chaque combat. Puis c'est bon? En somme, là. Ça n'a tellement pas de sens comme c'est malade. Là. J'avais l'impression d'écouter le meilleur film de Mortal Kombat que j'ai pas vu de ma vie. Tu sais, c'est une franchise que j'avais suivi jusqu'au 5e jeu à peu près à mon temps. C'est que j'ai un background qui permettait de comprendre un peu ce qui se passait. Puis il nous ramène des éléments du passé, puis il nous explique tout ça. Mais
sérieusement, c'était tellement malade. Tu sais, il ramène une déesse Chronica qui est à la tête de tout. Finalement, elle merge les deux époques, de l'époque de Mortal Kombat 1 à 3 avec l'époque de Mortal Kombat 11. C'est que tu as les anciens héros avec les plus vieux héros qui se croisent là-dedans. Il y a des combats qui sont épiques. Les C'est-tu lui que cinématiques. tu joues-tu avec genre la fille de Sonya puis Johnny Cage? Ouais, ben oui, effectivement, tu as Cassie qui est là-dedans. Sauf que tu joues avec ça, tu joues avec un Johnny Cage qui est jeune, qui est une espèce de fandom, mais sa version de 50 ans qui est rendu un militaire ultra sérieux. Mais l'histoire est tellement brillante, c'est tellement bien apporté. Les séquences de combat des cinématiques sont incroyables. Sérieusement, je regardais ça, puis j'avais du fun. Je peux jouer du 2h30 en ligne à checker ça parce que honnêtement, il doit y avoir 10 heures de cinématique. Wow, c'est que ça vaut le prix. Là. C'est tout qu'un film awesome. Puis même quand tu arrives à la finale, où Kay se rend compte que le gros problème de cette série-là, c'est qu'il y a toujours un conflit entre Raiden et Liu Kang, puis que tout finit par péter parce que ces deux-là s'ostinent, puis qu'à un moment donné, Liu Kang crève parce que sa version revenante fantôme le tue puis prend son pouvoir, puis que Raiden fait comme faut que ça arrête là. C'est qu'il prend le revenant, il le purifie, puis il fusionne son entité avec Liu Kang, qui est le dieu du feu, puis lui qui est le dieu du tonnerre, puis qui crée une nouvelle entité de déesse qui est Liu Kang. Et t'arrives à la fin, c'est juste malade. Tu sais, j'ai pas fait, OK, ça n'a pas de sens, mais j'ai eu du fun. J'ai passé une semaine à checker des cinématiques de Mortal Kombat et à triper comme un mongol. Il faudra que je me pogne le 10 puis que je pogne l'histoire de ce qui se passait avant. Mais Mortal Kombat 11, là, mettez ça à easy, là, pesez toujours sur le même piton pour tuer les ennemis, là, puis checker les cinématiques. Ça vaut tout l'argent que vous avez Hey, dépensé tu me là-dedans. donnes le goût, honnêtement. Ben, sérieusement, voyez sur YouTube et écoute 10 heures de Mortal Kombat 11 en cinématique, puis tu vas avoir un fun fou. Hey, c'est bon, là, mais c'est bon, puis les combats sont malades, là. Hey, cool. Je confirme, là, je l'avais fait avec un de mes chums pré-pandémie. Quand il est sorti, on avait fait quelque chose qui ne se voit plus aujourd'hui, on l'avait loué. Eh boy! C'est en 1988, ça? Ou Non, en fait, on ne l'avait pas loué. Il l'a genre acheté Day One puis il l'a revendu 2 semaines après. Mais l'équivalent de louer pour 2020. Le samedi de la semaine où il est sorti, j'étais arrivé genre à 7 h le matin chez eux, puis on se prêtait à manette entre les combats, puis sinon, on écoutait l'histoire. J'en ai fait genre le 3/4, puis j'ai capoté ben raide. Là. Je suis aussi enthousiasmé qu'Alan. Genre, c'est beaucoup trop bon, puis beaucoup trop drôle, puis le fun pour la Ligue. Là. Nice! Hey, je m'attendais pas à ça, sérieusement. Moi, j'avais cassé le mode d'histoire, fait comme je vais casser. Les cinématiques ont cassé, j'ai comme fait, OK, je suis comme plus capable d'arrêter, là. Non, ben, ouais, c'est possiblement la meilleure chose que j'ai écoutée des 8 derniers mois, là. Wow! C'est beau, j'en ai que tu nous termines ça? Moi, je vais vous parler, je vais y aller cette semaine, je vais y aller de contre-cœur, je vais faire un seul poison. Et ce sera Si pas c'est Jeff Jeff Lemire. Lemire, je ferme la conversation là. Non, en fait, je vais vous parler d'une BD chez Image Comics qui s'appelle Plutona. Comment? Plutona. OK. C'est un 5 numéros. En fait, c'est dessiné par Amy Lennox et créé par Jody Belair. C'est 5 jeunes adolescents qui découvrent, après l'école, dans le bois à côté de l'école, le cadavre du plus grand super-héros de leur univers, qui est Plutona. Elle ressemble un peu à Supergirl, si vous voulez. C'est Stand By Me qui rencontre Superman? Exactement. Puis à travers, c'est carrément ça. Mais puis tu sais, à travers ces jeunes-là, tu sais, t'en as une qui a un problème de poids, qui est insécure. T'as celui que son père est alcoolique, pas de job, qui est le bum à l'école. Celui qui capote ses super-héros puis qui tient un journal de tout ce qui se passe pour essayer de découvrir, tu sais, ils sont où, ils font quoi. Puis on suit, à chaque fin de numéro, on a 2 pages sur Plutona, puis c'est quoi sa vie. C'est une serveuse monoparentale qui a une fille, puis elle essaye de s'occuper d'elle, mais en même temps, il faut qu'elle prenne son alter ego pour essayer de sauver la ville. C'est vraiment génial, c'est bourré de cœur, ça se lit de rien. Un beau 5 numéros, puis ça me rappelle pourquoi chez Image Comics, les vrais créateurs, dans le fond, ils ont l'opportunité de créer ce qu'ils veulent. Puis c'est très, très drôle parce que celle qui colore, dans le fond, ces numéros-là, Jody Belair, c'est elle, à cette heure, qui écrit les Buffy chez Boo. Fait que dans le fond, c'est comme un endroit où elle a commencé. Puis là, vous avez remarqué peut-être que j'ai parlé de celle qui dessine et celle qui colore. C'est Jeff Lemire qui l'a écrit, je suis sûr et certain, je suis allé voir. C'est Jeff Lemire qui écrit la bande dessinée.
voyez pas la face de Martin. Ta vie est pas plate un peu de même. Tu sais, c'est unilatéral. Là. Chris, ça va faire au-dessus d'un an que tu es dans le podcast avec nous autres. Puis au-dessus d'un an, tu n'as rien lu d'autre, man. Tu sais que dans la vie, il y a un monde de possibilités. Là, hein. Tu sais, c'est pas parce qu'on reste au lac Saint-Jean qu'on est obligé de manger des bleuets matin, midi, soir. On peut manger d'autres fruits aussi. Je suis tellement tanné, là. C'est moi qui avais des œillères, Alan. Hein? C'était moi le problème dans ce podcast-là au début. Là. Oui, toi, tu avais des œillères. Lui, il est juste cave. Tu sais, il est comme Homer Simpson qui est fait avec sa tête dans le côté du gars. Là, tu sais, Qu'est-ce que tu fais, M. Simpson? J'aime tellement les gars. Là. J'avais apporté Fente Bukowski, qui est une BD d'à peu près 1000 pages que j'ai lu cette semaine aussi, que j'ai adoré. Puis à la dernière minute, j'ai changé. J'ai dit non, faut que je leur parle de Pitona que j'ai lu hier soir. Je suis tellement tanné. Merci beaucoup, Jean-Nic. On lira pas ça avec attention. Et chez Image Comics, je conseille à dire, suivez ça dans une couple de mois. Le TP va être disponible, crossover de oui, il faut que je voie ça. Ça va être un gros must que tout le monde va devoir se ramasser. Oui. J'ai 3 numéros de lui jusqu'à maintenant, puis j'ai l'impression que ça va être quelque chose qui risque de marquer un petit peu à BD. Vraiment hâte de voir ça, effectivement. Hey, messieurs, on se voit dans 2 semaines. On se voit dans 2 semaines.